Sans tarder, je vous prie d'accueillir chaleureusement Fouad Laroui. Merci, cher ami. Merci à tous d'être là. Je dois dire tout d'abord que c'est un très grand honneur d'être dans cette université de renom, cette université d'excellence. En plus, cette université qui a un très beau campus, tout vert. Je remercie Si Aziz, le président, et c'est Ilyas, mon ami, pour l'invitation conjointe qu'ils m'ont faite. Alors, science et conscience, ce que mon ami Ilyas n'a pas dit, c'est que depuis quelques années, j'enseigne à Ben Guerir, à l'UM6P. Et alors, qu'est-ce que j'enseigne? C'est ça qui est curieux, parce que je suis ingénieur de pont et chaussée, comme tu l'as dit, mais j'ai un doctorat en économie, comme tu l'as dit. Donc, en fait, quand je suis entré à l'UM6P, il était assez naturel que j'enseigne soit quelque chose en relation avec l'ingénierie, la mécanique des sols, par exemple, soit l'économie ou l'économétrie. Pourtant, j'ai choisi d'enseigner la philosophie des sciences. J'ai écrit quelques livres là-dessus, comme mon livre sur les mathématiques, par exemple. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi d'enseigner la philosophie des sciences à l'UM6P, à Ben Guerir, c'est un constat que je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir fait. On a un problème au Maroc, en particulier chez les étudiants, mais pas que chez les étudiants, c'est qu'on mélange très souvent, malheureusement, ce qui est de l'ordre du physique ou de la physique et ce qui est de l'ordre de la métaphysique. Et j'oserais dire que 80% des discussions que nous menons le soir ou le dimanche sur la plage avec des amis, elles peuvent être très plaisantes autour d'une tasse de thé ou d'une tasse de café, mais la plupart des discussions que nous menons sont meaningless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun sens. Elles n'ont aucun sens parce que, je vais faire un schéma. Supposons que ce côté de la salle, on va l'appeler physique. Et ce côté, on va l'appeler métaphysique. D'accord? Il y a un ravin entre les deux. Mais la plupart des gens ne voient pas ce ravin. Donc ils passent de l'un à l'autre dans la même discussion. Et si on regarde l'histoire de la science, je vais essayer de faire, on se rend compte que toute l'histoire de la science, alors il y a trois grands moments dans l'histoire de la science, trois grands moments. Le moment grec, le moment arabe et le moment européen. Le moment grec, c'est le fameux siècle de Périclès, un peu avant, un peu après, donc 4 siècles avant Jésus-Christ, c'est quand la science commence vraiment. Et la philosophie aussi, d'une certaine façon, c'est ce qu'on appelle le moment grec. On appelle aussi le miracle grec, parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi quelques cités, Athènes, Sparte, Thèbes, tout à coup, il y a une floraison extraordinaire de pensée. Ça, c'est le moment grec. Ensuite, il y a un moment arabe, entre le 8e et le 12e siècle, à Bagdad, ce qui est aujourd'hui l'Irak, et en Andalousie. Et il y a pas mal de Marocains, d'une certaine façon, ou de gens qui sont enterrés ici. Ibn Rushd était d'abord enterré à Marrakech, par exemple. Et il y a eu le troisième moment qui commence au XVIe siècle, à peu près, 15e, 16e siècle en Europe. Ces moments sont reliés les uns aux autres. Le miracle grec, le moment arabe de la science et le moment européen de la science. Ils sont reliés tous les trois. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, j'ai publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour les Arabes ». Parce que le problème, c'est que ce que je vous dis maintenant, vous ne l'entendrez dans aucune université européenne, vous l'entendrez dans aucune université américaine. Vous pouvez aller dans les meilleurs du monde, Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, ils vous diront qu'il y a 2 moments dans l'histoire de la science, le miracle grec et le moment européen. Ils oublient toujours le moment arabe qui est fondamental. Donc j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Plaidoyer pour les Arabes » pour expliquer pourquoi ce moment-là est fondamental avec de très grands savants. Ibn al-Haytham, par exemple, pour l'Ihouï, Ibn Sina, al-Biruni, même Omar al-Khayyam, mathématicien, enfin des gens comme ça, Ibn Rushd, Ibn Tufayl, Abou al-Binna al-Marrakouchi, par exemple, qui est bien de chez nous. Mais cette histoire de la science, en fait, a été
une histoire de la séparation entre ce qui est de l'ordre du physique ou de la physique, on va revenir là-dessus, et ce qui est de l'ordre de la métaphysique. Et c'est au XVIIe siècle, ce qu'on peut appeler le siècle d'or de la science, avec Galilée, Descartes, Newton, Christian Huygens, le hollandais pour l'optique, que cette séparation a été effectuée. Et je dois dire tout de suite, parce que c'est ça le malentendu, que cette séparation a été effectuée par des gens qui étaient croyants. Ce n'étaient pas des athées ou des agnostiques. Quelqu'un comme Isaac Newton, peut-être l'un des plus grands génies qui a jamais vécu, était un croyant convaincu. Cette séparation a eu lieu en Europe, mais malheureusement, alors que nous étions dans le deuxième moment, et nous avons eu des génies aussi, Ben Rushd est un génie, Ben Khaldoun, Ibn al-Haytham, je le mets au même niveau que Newton. Mais sur la réflexion entre physique et métaphysique, des textes de Ibn Rushd, il suffit de lire Fasl al-Maqal, par exemple, pour comprendre de quoi je parle. Mais nous n'avons pas réellement fait cette distinction. Et alors que quelqu'un comme Louis Pasteur, le savant, qui a fait le vaccin contre la rage, était capable d'aller le dimanche à la messe avec sa femme, qui était sa plus proche collaboratrice par ailleurs, et le lundi matin d'aller au laboratoire, et de dire il y a oratorium là où on prie, il allait le dimanche à la messe, il y a le laboratorium là où on travaille. Et Louis Pasteur disait, ce sont deux choses différentes. Le prêtre Georges Lemaître, qui a compris le Big Bang, qui était un physicien d'une très grande valeur, il discutait avec Einstein, Georges Lemaître. C'était un prêtre jésuite. Lorsqu'il a reçu une lettre du pape, le pape lui a envoyé une lettre, il lui dit « Mon cher fils, je te félicite d'avoir prouvé, en utilisant les équations d'Einstein, que la création a bien eu lieu, comme le dit la Bible. » Et vous savez ce que lui a répondu Georges Lemaître? « Très cher père, il parle au pape, très cher père, vous vous trompez. Le Big Bang n'a rien à voir avec la création. La création par Dieu de l'univers est quelque chose de métaphysique. Les équations d'Einstein dont j'ai tiré le Big Bang, ça se passe ici. Ce sont deux choses différentes. Et le pape, non seulement n'a pas puni le prêtre jésuite Georges Lemaître, quelques années après, il l'a nommé président de l'Académie pontificale des sciences. C'est-à-dire que le pape lui-même a compris, c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs. Si vous allez à Rome, vous voyez l'Académie pontificale des sciences, ils n'ont aucun problème avec le Big Bang, avec le darwinisme. Ils n'ont pas de problème avec la physique quantique. Ils disent ça, c'est là-bas que ça se passe. C'est le monde physique, celui qu'on touche, celui qu'on peut, où on calcule. Calculer, c'est connaître. Et nous nous préoccupons de ce monde. Donc, si j'ai choisi d'enseigner l'épistémologie ou la philosophie des sciences, l'histoire des sciences à Ben Gurir, c'est parce que j'ai ce message. Ce n'est pas mettre en danger sa foi que de séparer le monde physique, les équations, le travail physique, chimie, biologie, zoologie, de la métaphysique, qui est de l'ordre de la croyance, iman, qui enseigne surtout deux choses: comment se comporter les uns avec les autres, le mu'amalat, et comment adorer Dieu, les ibadat. Ça fait partie de cela. Alors c'est pas facile, ce n'est pas facile parce que toute la société ne cesse de nous dire qu'il faut tout mélanger. On rentre là. Donc, ce qu'on appelle en philosophie la transcendance, qui est quelque chose de très rare. Donc, ce que je vais essayer de dire aujourd'hui, c'est science et conscience, en fait, c'est l'histoire d'une séparation. C'est l'histoire d'une séparation qui a pris 2000 ans. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose. Mais pour commencer, je voudrais attirer l'attention sur un problème de terminologie. Conscience, en arabe, se traduit par deux mots. Damir, c'est la conscience morale, ou l'ouaï, je suis conscient d'être ici. Donc, quand on voit science et conscience, est-ce qu'il s'agit de damir? En réalité, il s'agit de l'éthique, effectivement. Le problème de la conscience, c'est un autre problème. C'est-à-dire le fait que je sais que je suis là, je sais que je suis moi, c'est le waï,
c'est un autre problème. On peut en parler, il a été plus ou moins résolu par Sartre, d'une certaine façon, par le philosophe Daniel Dennett. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de science et conscience. Conscience dans le sens de savoir ce qui est éthique, ce qui est moral, savoir comment je dois me comporter vis-à-vis des êtres humains, comme disait Elias. Par exemple, en médecine, si vous faites des études de médecine, à quel moment est-ce qu'il faut débrancher quelqu'un qui est en état de mort cérébrale? Est-ce que l'euthanasie est une bonne chose, est une mauvaise chose? Ce sont des questions extrêmement difficiles, mais qui font partie justement plutôt du côté conscience plutôt que du côté science. Alors, pour commencer, je voudrais vous poser quelques questions et vous allez voter. Et je vous signale qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais je vais juste voir oui ou non, d'accord? La première question, et vous allez voter. Le soleil est-il une gigantesque boule de feu? Je le mets aussi en anglais parce que mon expérience de Ben Greer, c'est que les étudiants disent « Sir, can you switch to English, please ?» Je dis « Yes, I can switch to English, but will you be able to follow me? That's the second question. » Anyway, alors, je vais poser la question deux fois, ceux qui pensent oui, ceux qui pensent non. Alors, le soleil est-il une gigantesque boule de feu? Qui c'est qui dit oui? Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein? Vous y allez. Qui c'est qui dit non? Ah, quand même, il y a plus de non que de oui. Et il y en a beaucoup qui se disent, ah, je sais pas. Oh. Je vous ai vu. Ah, déjà la discussion commence. Non, non, la discussion c'est pour tout à l'heure. Discussion c'est pour tout à l'heure. Autre question, vous allez voter de nouveau. Hein? Ça a l'air bizarre hein, comme question. Les plantes vertes sont-elles vertes? Ah, green plants green, ça a l'air vraiment d'une question piège. Réfléchis. Oui. Qui c'est qui dit oui? Les plantes vertes sont vertes, par définition. Sauf si on est daltonien. Bravo, mademoiselle. D'accord. Maintenant, qui c'est qui dit non? Les plantes vertes, en fait, ne sont pas vertes. Yes, yes, yes. Très bien. Attends, je pose une question. La troisième question, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Après, on verra pourquoi il n'y a pas de mauvaise réponse. La troisième question est bizarre. Parce qu'on dirait qu'elle fait appel à des discussions entre les Américains qui pensent que la Terre est plate, etc. Mais peu importe, je vais vous poser la question et on verra après. Vous savez, j'étais la dernière fois, il y a un étudiant qui m'a dit « Monsieur, la Terre ne peut pas être une sphère. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Il me dit « À cause de l'Qibla. » Parce que si elle est ronde, et je suis ici, à Ben Greer, et Mecca est là, et il y a le Qibla. Mais si la terre est ronde, je peux aller dans l'autre sens. Donc, en fait, il y a Qiblatain, ce qui n'est pas possible. Donc la terre n'est pas ronde. Drôle de raisonnement. Bon, la terre était plate. Qui c'est qui dit oui, la terre est plate? Yes. Vous avez jamais pris l'avion, vous, hein? Qui c'est qui dit non, la terre n'est pas plate, tu me lagues. D'accord. Ouais, on va répondre, oui, je vous ai vu. Il y a quelqu'un qui insiste là-bas. Yeah. Vous avez raison d'insister. J'enlève ma veste. Ça devient sérieux. Attendez. Quatrième et dernière question. Peut-on casser le bras d'un ange? Moi, j'avais une étudiante qui s'appelle Malak. Elle a très mal pris la question. Qui c'est qui pense qu'on peut casser le bras d'un ange? Ah, tu as presque fait. Ah, vous trouvez les anges tellement mignons que vous vous dites, ah, ce serait dommage. Mais est-ce qu'on peut casser, même théoriquement, est-ce qu'on peut casser le bras d'un ange? Théoriquement. Pas de oui, personne. Ah, quand même, il y a des gens qui en ont marre. Qui c'est qui dit on ne peut pas casser le bras d'un ange? Ok, bon, très bien. Alors maintenant, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Parce que vous aurez vos réponses à la fin. Vous n'avez pas la réponse maintenant. Alors,
Non, mais maintenant, la discussion, c'est justement... Alors, revenons maintenant à l'histoire de la science, parce que, comme dans toutes les discussions, on ne peut avoir une bonne discussion que si on sait ce que les mots signifient. Il faut bien signifier les... Ilyes, est-ce qu'on ne peut pas fermer la porte qui est là-bas? Parce que sinon ça fait des... Je dis toujours ça à mes étudiants, quelle que soit la discussion dans laquelle que vous commencez, hein, assurez-vous d'une chose, c'est que vous savez quel est le sens des mots que vous utilisez, parce que parfois on a une discussion parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le savoir. Par exemple, je sais que je porte une chemise blanche. C'est un savoir. Je sais que je suis à Agadir. C'est un savoir. Ce n'est pas une science, c'est juste un savoir. Je sais quelque chose. Il y a eu un moment dans l'histoire de la pensée humaine, c'est le fameux miracle grec, où le savoir est devenu science, et c'est différent. Là, il y a une célèbre toile du peintre de la Renaissance Raphaël, qui se trouve au Vatican, qui s'appelle l'École d'Athènes. Dans cette toile, il y a tous les grands philosophes du miracle grec, sauf un. Curieusement, Raphaël a mis Ibn Rushd ici, quelque part à gauche, en vert. Je pense que vous ne pouvez pas très bien le voir. Là, à gauche, en bas, il y a quelqu'un qui est penché. Il y a un homme en vert qui est penché comme ça. Cet homme, c'est Ibn Rushd. Donc Raphaël, il a mis tous les grands philosophes grecs et il a mis Ibn Rushd. Pourquoi? C'est parce que c'est grâce à Ibn Rushd que l'Europe a compris Aristote. Par exemple, il y avait un traité d'Aristote qui s'appelle le traité de l'âme. Les gens disposaient du texte grec. Pendant tout le Moyen-Âge, ils lisaient, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et Ibn Rushd, qui est vraiment un génie, a eu une traduction. Regardez comme le gars est génial. Le texte grec du traité de l'âme d'Aristote a été traduit en syriaque, puis en arabe, par des gens qui ne comprenaient même pas le texte, en fait. Et Ibn Rushd a eu le texte arabe devant lui, et il a fait un commentaire dessus, il l'a expliqué. Et c'est ce commentaire qui a été traduit en latin, et c'est comme ça que l'Europe a compris Aristote. C'est pour ça que Raphaël, en mettant tous les Grecs, il a tenu à mettre Ibn Rushd en bas. Mais le plus important, c'est pas ça, c'est les deux qui sont là-haut. C'est en rouge, c'est Platon, et en bleu, c'est Aristote. Platon, plus ou moins créateur de la philosophie, il y a un philosophe anglais qui s'appelle Whitehead, qui a dit All of Western philosophy is but a series of footnotes to the work of Plato. Toute la philosophie occidentale n'est qu'une suite de notes de bas de page sur l'œuvre de Platon. Donc avec Platon commence la philosophie, au moins sa partie occidentale. Et le premier qui commence à commenter Platon, c'est Aristote, qui a été son élève pendant 20 ans dans la fameuse académie. Alors Platon avait créé une académie, c'est-à-dire un endroit où on payait, un peu comme ici, on payait pour faire des études, pour acquérir le savoir. Mais ça s'appelait vraiment l'académie, c'est la première académie. Pourquoi? Parce que le terrain appartenait à un monsieur qui s'appelait Académos. Si ce monsieur s'était appelé, je ne sais pas, Bouchiri, on ne parlerait pas aujourd'hui d'académie, parce que c'est après Platon qu'on a commencé à parler d'académie. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y avait écrit en haut de l'académie de Platon, sur la porte, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et d'ailleurs, en arabe, la traduction arabe, c'est riyadian, c'est-à-dire que réellement, géomètre, ça voulait dire mathématicien. Très bien. Et pourquoi il avait écrit ça? Parce que c'est comme ça que la philosophie commence. Parce que Platon se posait le problème de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Et la raison pour laquelle il se posait ce problème, c'est curieusement la guerre civile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Platon, surtout dans sa jeunesse, il y avait la guerre civile. À Athènes, il y avait des tyrans qui arrivaient au pouvoir, puis un autre groupe arrivait, il tuait tout le monde. Platon a failli mourir, il a été même esclave, c'est-à-dire l'inventeur de la philosophie, le grand Platon, a été saisi par ses ennemis, il a été mis en esclavage. Et puis il s'est posé une question. Platon, il s'est dit, pourquoi y a-t-il la guerre civile? Et il s'est dit, c'est parce que les gens n'arrivent pas
à une vérité. Il s'est dit, si les gens, au lieu de se faire la guerre, s'asseyaient et arrivaient à une vérité sur toutes les questions qui se posent, il n'y aurait plus de guerre civile. Ça suppose une chose, que les gens soient capables de raisonner. C'est pour ça qu'il a dit que l'une d'entre ici, s'il n'est géomètre, c'est-à-dire s'il n'est mathématicien, c'est-à-dire qu'il est capable de raisonner. Et quand vous lisez Fasl al-Maqal, par exemple, d'Ibn Rushd, vous voyez qu'Ibn Rushd divise les hommes, toute l'humanité, en trois catégories. Hein. Vous connaissez Ahl al-Burhan, Ahl al-Jadal, Ahl al-Balagha. Et évidemment, ce n'est pas Ahl al-Balagha ni Ahl al-Jadal, c'est Ahl al-Burhan qui est important, puisque Ahl al-Burhan, ce sont des gens qui comprennent la démonstration. Il y a un problème, on démontre, comme les mathématiciens, on dit en latin more geometrico, comme les mathématiciens, et on se met d'accord. Je vous convainc, vous me convainc, d'accord. Al-Burhan, d'où, entre parenthèses, la théorie de Platon sur la cité idéale, que Farabi allait reprendre sous le nom de Madina al-Fadila. Madina al-Fadila, alors pour Platon, qui devait diriger le Madina al-Fadila, c'est son concept de roi philosophe. Quand il dit philosophe, ça veut dire philosophe scientifique. C'est la même chose. D'ailleurs, Ibn Rushd, dans Fasl al-Maqal, quand il parle de la philosophie, il dit al-hikma. Mais pour lui, al-hikma, c'est à la fois philosophie et science. Donc pour Platon, la cité idéale, c'est quand le roi est philosophe et le philosophe est roi. C'est-à-dire celui qui dirige, le roi doit être philosophe. C'est-à-dire comprendre la démonstration, comprendre ce que c'est qu'un raisonnement et faire régner finalement la raison, l'aql. D'où le rationalisme d'Ibn Rushd, gens comme ça. Alors, comment le savoir est devenu science? Prenons un exemple, d'ailleurs, avant de dire ça. Prenez cette toile de Piero della Francesca, très jolie toile, on peut aller au musée, je pense qu'elle est à Florence, la regarder, c'est très beau. Si vous la regardez, vous pouvez acquérir un certain savoir. Par exemple, vous pouvez dire, ah ben, écoutez, il y a trois personnages devant, il y a le Christ, curieusement, qui est à l'arrière-plan, je ne sais pas pourquoi, il y a une flagellation du Christ. Ça, c'est la partie à gauche. Mais ça devient de la science si on est capable d'analyser les couleurs, d'analyser scientifiquement les couleurs avec le spectre électrodynamique. Ça devient de la science. On verra pourquoi. Ou bien si on fait carrément, on prend la toile et on découvre qu'il y a le nombre d'or dedans. Et donc le nombre d'or, la formule, c'est racine de 2 sur 2. Et donc ça devient de la science. Alors, à quel moment est-ce qu'on est arrivé à ça? Eh bien, je vais faire une expérience très simple. Si je prends un stylo, je prends un objet et j'écarte les doigts, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber. Si je refais 10 fois l'expérience, il va tomber. Ça va commencer à vous ennuyer, mais il va tomber. 10 fois, 100 fois. Si on sort collectivement d'ici et on va à la plage, il va encore tomber. Si on va même à Tokyo, il va tomber. Donc, en réalité, c'est la première définition de la science. Il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où quelqu'un a défini la science. On n'est plus dans le savoir, on est dans la science. Et la science, c'est donc tout ce qui est nécessaire et universel. Nécessaire, le stylo tombe toujours. Universel, le stylo tombe partout. Comment appelle-t-on le moment où le stylo ne tombe pas? Si j'écarte les doigts et le stylo reste comme ça, vous inquiétez pas, mademoiselle, ça arrive rarement. C'est ce que Ibn Rushd appelait le mu'jiza. Ibn Rushd, qui était qadi et qui était totalement aristotélicien, puisque Ibn Rushd avait dit cette phrase extraordinaire en disant « Dieu nous a donné un homme, qui nous a apporté tout le savoir. » Aristote, ça c'est le qadi musulman qui dit ça d'Aristote, mais étant qadi musulman, il était obligé de définir lui-même le miracle, le mu'jiza. Et donc, Ibn Rushd définit très clairement le miracle en disant « Quand une loi de la nature ne s'applique pas, à un moment donné, ça c'est le miracle. » On peut dire une autre formulation un peu moins précise. Il n'y a de science que du général. C'est toujours Aristote. Et vous savez que les falasifa en ont tiré une conclusion théologique. Ils se sont posé la question, l'un des attributs de Dieu, c'est al-alim. Mais si on applique la science, si on applique la définition d'Aristote, ça veut dire que Dieu ne connaît que le général. Donc il ne connaît pas les juz'iyat. Bon, c'est très controversé. Donc le Razali, dans son livre Tahafut al-Falasifa, il a dit que les falasifa avaient fait 20 erreurs, dont 3 mortelles. Et l'une des 3 mortelles, c'est qu'ils ont dit que Dieu ne connaît pas le juz'iyat. Bon, on ne va pas commencer une discussion là-dessus, c'est une discussion extrêmement compliquée. Est-ce que Dieu sait que je porte une chemise blanche? C'est pas tellement important, etc., etc. Mais ce n'est pas la question. Plutôt restons dans la définition d'Aristote. Et donc, le général, c'est comme ça.
que les Grecs ont inventé la science. On est passé du savoir vers la science. Prenons un exemple dont je suis certain que vous le connaissez tous. C'est notre fameux théorème de Pythagore. Si j'étais un peu sadique, je dirais « Mademoiselle, donnez-moi le théorème de Pythagore ». Bon, je ne vais pas faire ça, vous inquiétez pas. Mais en fait, les Égyptiens connaissaient des cas particuliers. Les Égyptiens savaient que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. Ça, ils le savaient pour construire des équerres. Et quand il y avait la crue du Nil, pour reconstituer leur champ, donc ils pouvaient construire un triangle rectangle. Les Égyptiens, ils savaient que 3 au carré plus 4. Mais ce sont les Grecs qui ont dit « Mais non, en fait, dans tout triangle carré, triangle rectangle, par exemple, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des 2 autres côtés. » Donc, vous voyez que c'est un savoir particulier qui devient science, parce que maintenant c'est général et universel. D'accord? Autre exemple, pourquoi est-ce qu'on dit, j'aime bien son nom, Mohamed Ben Moussa, al-Khawarizmi. Bon, je ne vais pas faire de plaisanterie là-dessus, parce que j'en mets toujours mes amis en lui disant, tu t'appelles Ben Moussa, toi? Tu n'es pas un neveu de al-Khawarizmi par hasard? Khawarizmi, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est le père de l'algèbre? Parce que tout simplement, il a généralisé tout ce qu'on savait de particulier sur l'algèbre. C'est-à-dire on connaissait des cas particuliers de résolution d'équations du premier, du second degré, et lui, il a donné la formule générale. Donc maintenant, on passe d'un savoir à une science. D'accord? Maintenant, nous savons ce que c'est que la science, d'après la définition d'Aristote, donc tout ce qui est nécessaire, universel. Mais que puis-je savoir de science certaine? C'est Kant qui a posé la question. Il a posé d'ailleurs après Galilée, Huygens, tous les gens qu'on va voir. En fait, il a fait la philosophie de la science nouvelle du XVIIe siècle, qui aboutit à la séparation entre science et théologie. Et comme vous le savez, Kant s'est posé 3 questions, et il a répondu dans 3 livres célèbres. Que puis-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer? Mais la question principale, c'est que puis-je savoir de science certaine? D'accord? Et c'est là qu'il a répondu dans son livre Critique de la raison pure, et il a répondu en faisant la distinction dont je parlais au départ, c'est-à-dire, il y a la physique, je mets en bleu, c'est la couleur d'Aristote dans le tableau de Raphaël, et je mets en rouge, mais en fait c'est un peu excessif, mais peu importe, ce sont 2 couleurs différentes. La physique, le mot vient du grec ancien, c'est physis, qui signifie tout simplement la nature, qui a donné physique, science de la nature, et le latin physica, science de la nature. En fait, la physique, c'est tout simplement la science de tout ce que je peux voir, tout ce que je peux... Je réveille les gens qui dorment. Tout ce que je peux entendre, je peux toucher. Si j'avais pas peur des microbes, je goûterais même ce lutrin. En fait, nous avons 5 sens. Généralement, quand je dis nous avons 5 sens, les étudiants commencent à me dire « Non, monsieur, nous avons 6 sens. Non, monsieur, nous avons 8 sens. » Les filles me disent « Monsieur, il y a les femmes, elles ont le 6e sens, c'est l'intuition féminine. » Il y en a un qui me dit « Les chauves-souris, elles ont le 8e sens, le radar. » Je lui dis « Mais toi, tu n'es pas une chauve-souris, je te parle de toi. » Donc nous avons 5 sens. Et en réalité, tout le contact que nous avons avec l'univers, tous les contacts, ce sont des contacts avec les 5 sens. Même si je prends une longue vue, même si je regarde une photo qui a été prise par Hubble, à des milliards de kilomètres, en fin de compte, c'est ce genre de contact qu'on a avec l'univers. Après, on peut avoir d'autres sortes de contacts, mais en tout cas, c'est un contact. C'est un contact. Maintenant, le mot métaphysique, heureusement, le nom métaphysique, vient d'un bibliothécaire, une sorte de bibliothécaire qui s'appelait Andronikos de Rhodes, qui un jour avait tous les travaux d'Aristote, et il s'est dit, tiens, je vais les classer. À l'époque, il n'y avait pas la classification du Congrès américain, d'ailleurs, il n'y avait même pas de Congrès américain, d'ailleurs, il n'y avait même pas d'Amérique. donc, il a fait sa propre classification. Il a pris, Aristote était le premier dans l'histoire qui a fait de l'expérimentation. C'est pour ça qu'on dit qu'Aristote a créé la science empirique. Une anecdote très sympa, c'est que pour Platon, les choses existent parce qu'il y a une idée de cette chose. Par exemple, il y a l'idée du cheval, et c'est pour ça qu'il y a des chevaux. Il y a l'idée de l'homme, c'est pour ça qu'il y a des hommes. Il y a l'idée du poisson, c'est pour ça qu'il y a des poissons. Et Aristote, qui était son élève, il lui a dit non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est parce qu'il y a des choses qu'il y a des idées. Et les idées sont dans ma tête, elles ne sont pas quelque part. Et là, quand il disait à Platon, comment puis-je savoir ce que c'est qu'un poisson? Comment puis-je connaître le poisson?
Et Platon avait la théorie des réminiscences, en disant oui, tu sais, ton âme était déjà dans un autre corps. Et c'est pour ça d'ailleurs que aussi bien les chrétiens, par saint Augustin, que beaucoup de penseurs musulmans étaient très intéressés par Platon, parce que finalement, essayer d'avoir le contact direct avec une idée, c'est-à-dire fermer les yeux, méditer, rester à l'écoute jusqu'à boum, ben c'est la prophétie, nubuwa, d'une certaine façon. C'est une illumination, d'accord? Aristote n'était pas convaincu. Donc un jour, il est descendu d'Athènes et il est allé dans l'île de Lesbos. Et dans l'île de Lesbos, il y a un lagon et il a loué une cabane et il attendait les pêcheurs. À la fin de la journée, les pêcheurs arrivaient avec des poissons et Aristote achetait les poissons. Et il les disséquait et il essayait de voir entre les différentes sortes de poissons qu'est-ce qui est commun. Donc pour définir le poisson, l'idée du poisson, Aristote essayait de voir qu'est-ce qui est commun. Ah, ils respirent tous par les ouïes, même si c'est différent. Les ouïes, ah, ils ont tous un squelette. Il y a pas, c'est pas les mollusques, c'est les poissons, etc. Donc, quand Andronikos de Rhodes a voulu classer les œuvres d'Aristote, il a commencé par un livre qui s'appelle Organon. Organon, ça veut dire l'outil en grec, qui est le livre de la logique. Vous savez que c'est Aristote qui a créé, il n'a pas créé, mais il a formalisé la science de la logique. La logique que vous avez appris au lycée, c'est Aristote. Et le fameux syllogisme « tous les hommes sont mortels », Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, c'est l'un des 180 syllogismes que Aristote avait catalogué dans Organon. Donc la logique, ensuite les œuvres physiques, la botanique, les animaux, et ensuite tout ce qui reste, Andronikos de Rhodes a dit je vais le mettre après la physique. Après, en grec, c'est méta. C'est tout simplement comme ça. Donc métaphysique, ça veut dire les œuvres d'Aristote qui sont après la physique. Après, il y a toute une discussion au Moyen-Âge, est-ce que la métaphysique ne devrait pas être la première science? Bon, ce qu'on appelle la science première, mais c'est une autre discussion. Donc, que pouvons-nous savoir? Il y a la logique, c'est-à-dire l'organon d'Aristote. Il y a la physique et la métaphysique. Bon, la logique, c'est une nécessité absolue. On ne peut même pas imaginer un univers où les lois de la logique ne tiennent pas. Donc ça, c'est absolument... La physique, c'est contingent, et puis on le découvre. C'est-à-dire, il y a un très joli papillon ici. Si vous n'avez pas vu le papillon, si l'être humain n'a jamais vu le papillon, ça ne fait pas partie de notre savoir, de notre science. Et, alors, je passe ça je passe. Donc c'est là que je vous disais à propos de Ibn Rushd, Al-Burhan, Al-Jadal et Al-Bala. Et donc, passons assez rapidement. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, pour Platon. C'était simplement une question de disposition intellectuelle. C'est-à-dire, il voulait avoir des étudiants à la hauteur. Donc il disait, moi je veux avoir des étudiants qui comprennent ce que c'est qu'une démonstration. C'est pour ça qu'il disait cela. Mais par la suite, au cours de l'histoire, la chose a été prise de plus en plus au sérieux. Jusqu'à cette très belle phrase qu'on trouve dans 1623 dans le Saggiatore de Galilée, où il fait cette image qui est une très belle image, bien connue, sur laquelle il faut réfléchir. Hein. Il dit, Galilée disait, le monde est un livre gigantesque, continuellement ouvert à nos yeux. Mais, ça c'est une première chose, c'est juste une image. Le monde, l'univers est un livre, d'accord. Un livre, ça veut dire quoi? Un livre, ça veut dire qu'on peut le lire. C'est très important, très important. On peut le lire. Mais il est écrit dans quelle langue, ce livre? Et c'est là que ça devient révolutionnaire. Galilée dit qu'il est écrit en langage mathématique. Ces caractères sont des triangles, des cercles, d'autres figures géométriques, sans lesquelles il est impossible d'y comprendre un mot. Vous voyez maintenant le problème de l'Église. L'Église était très choquée par tout ce que disait Galilée. Alors que Galilée est un professeur respecté à l'université de Pise, puis à l'université de Padoue. L'un de ses amis, le cardinal Barberini, allait même devenir pape. Mais c'était un savant, Galilée. Donc quand il pensait quelque chose, il l'écrivait. Pourquoi est-ce que cette phrase et cette image de Galilée est très dangereuse pour l'Église? Parce que le pouvoir religieux et même temporel de l'Église, c'est que l'Église disait, nous avons le savoir, nous avons la connaissance.
et nous vous disons ce qu'il faut penser. C'était l'idée. Mais si Galilée dit « le monde, l'univers est un livre ouvert et chacun peut le lire pourvu qu'il se saisisse des instruments scientifiques, la mathématique, la logique, donc l'Église va perdre son pouvoir. » Donc c'est pour ça, ça c'est pour en anglais. Donc je reste ici pour l'instant. Vous savez, je fais une petite parenthèse parce qu'un jour j'étais en train d'écrire mon livre, donc Dieu, les mathématiques, la folie, et j'étais en train de lire une lettre de Galilée à la grande duchesse de Toscane. Et la grande duchesse de Toscane, puisque ça se passe en Toscane, en Italie, elle demandait à Galilée, lui dit « Professeur, pourquoi est-ce que vous avez des problèmes avec l'Église ?» Et Galilée lui répond, c'est la lettre de Galilée à la grande duchesse de Toscane. Et j'étais en train de lire cette lettre, c'était 2h, 3h du matin, la nuit, très tranquille, j'entendais rien. Et tout à coup, j'ai eu l'impression, réellement, que je connaissais cette phrase, que je connaissais le texte de Galilée. Or, je ne l'avais jamais lu. Et puis, tout à coup, je me suis levé comme un somnambule, je suis allé dans ma bibliothèque et j'ai pris le texte Fasl al-Maqal de Ibn Rushd. Et j'ai trouvé mot à mot ce que dit Galilée dans Ibn Rushd. Mais Galilée, c'est le XVIIe siècle. Il est mort en 1642 et Ibn Rushd, c'est le XIIe siècle. Donc Ibn Rushd est mort en 1198. Et il était enterré ici à Marrakech d'ailleurs. Comment est-il possible, à 5 siècles de distance, les deux génies, Ibn Rushd et Galilée, ont eu la même pensée? Alors, on peut dire que c'est oui, parce que les œuvres d'Ibn Rushd sont arrivées en Italie. Pas sûr, parce qu'il semble que Al-Maqal ne soit pas arrivé en Italie. Il a été redécouvert assez récemment, en 1928. Mais l'idée est finalement simple. Si j'avais mon cartable, tu peux me donner mon cartable pour expliquer Galilée et Ibn Rushd, j'ai besoin de mon cartable. Merci. Merci. Je vais faire de la pub à la ville de Fès. Ça va faire plaisir à 2 ou 3 personnes. Très joli cartable. Vous êtes d'accord? Yes, on applaudit mon cartable. On applaudit la ville de Fès et les artisans de Fès. Maintenant, regardez l'idée de Galilée et d'Ibn Rushd. Supposez, ouais, ils sont tout contents de commenter mon cartable. Supposez que je veuille savoir quelque chose sur la personne qui a construit, enfin qui a fait ce cartable. On va lui donner un nom. Donnez-moi un nom facile. Benny quoi? Non, j'entends Adam Smith, c'est un économiste écossais. J'entends Barrada. L'Hajj Omar Barrada. Bon, je vais vous poser une question. De nouveau, on va voter. Il y a 2 façons de connaître l'Hajj Omar Barrada. L'une, la première, la deuxième, vous allez me dire quelle est la bonne. La première, l'Hajj Omar Barrada, il a 55 ans, il est marié avec l'Hajja Batoul, ils ont 5 enfants, il habite là, il fait 1m62. Ça, c'est Hajj Omar Barrada. L'autre façon de connaître Hajj Omar Barrada en tant qu'artisan, c'est d'examiner ça et de regarder comment c'est fait et de voir exactement la qualité, comment ça rentre bien là-dedans, etc. Alors, les étudiants là-bas qui bavardent avec la casquette, moule casqueta, moule casqueta, je te pose la question, quelle est la meilleure façon de connaître le Hajj Barrada? Ne te cache pas. Est-ce que c'est la première ou la deuxième? En tant qu'artisan. Bon, je vous pose à tous la question. La deuxième. La deuxième, d'accord. Eh bien, c'est ce que disait Galilée, ce que disait Ibn Rushd. Face le maqal, tu dis que Dieu est Sani'. Or, on ne peut pas le connaître, le ghaib, on ne peut pas savoir comment il est fait, Dieu. Donc, la seule façon de le connaître, ce qu'il a fabriqué, exactement comme le Hajj Omar. Or, la lettre de Galilée à la grande duchesse disait la même chose. Disait, j'ai un problème avec l'Église parce que l'Église refuse qu'on fasse de la science. Or, je pense en tant que chrétien, ce que disait Galilée, que la meilleure façon de connaître Dieu, c'est de faire de la science.
puisqu'il a créé l'univers. Plus je comprends comment l'univers fonctionne, plus je suis près de Dieu. Le même raisonnement qu'Ibn Rushd. Par la suite, alors Galilée, c'est le premier qui a fait la première équation mathématique d'un phénomène physique, c'est le pendule. Et par la suite, celui qui a achevé ça, c'est évidemment Newton. Newton est allé beaucoup plus loin. Et il a fait carrément l'équation de l'univers. Galilée a fait des équations, par exemple celle du pendule. Quand il a fait l'équation de l'univers, il a sorti son livre qui s'appelle Principia Mathematica, première édition. Quelque temps après, il a rencontré à Cambridge un homme dans la rue qui lui a dit « Maître, j'ai lu votre livre extraordinaire. Mais il y a un problème. Nulle part dans votre livre il n'y a le mot Dieu. » Or, Newton était très croyant, réellement. Et il a été troublé par cette phrase, et donc il est rentré chez lui, et dans la deuxième édition, celle de 1713 de Principia Mathematica, il a ajouté ce qu'on appelle un scoli, dans lequel il dit, parce que c'est en latin, hypothesis non, c'est-à-dire je ne feins pas, je ne forge pas, je n'invente pas d'hypothèse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, moi Newton, j'ai expliqué comment l'univers fonctionne. La loi de la gravitation universelle, les équations, j'ai expliqué ça. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, pourquoi les choses sont comme ça? On est dans le domaine de la métaphysique, je ne sais pas. Et je ne feins pas d'hypothèse. Hypothesis non fingo. Je ne feins pas d'hypothèse métaphysique. Parce que finalement, les équations du monde, E égale MC2, pourquoi E égale MC2? Pourquoi pas E égale MC3? Parce que ça, c'est Einstein qui allait découvrir ça. Mais justement, tout ce qu'on peut faire, c'est de constater que E égale MC2 et que ce n'est pas E égale MC3. Donc, justement, on passe à Einstein, E égale MC2, même quand il fait l'équation de l'univers, qui est celle de droite, qui est la plus extraordinaire équation jamais écrite par un être humain, puisque c'est la géométrie de l'univers. Qu'est-ce qu'elle veut dire? G à gauche et vous avez T à droite. Ça veut dire que dans chaque point de l'univers, même à 150 milliards de kilomètres, un point, alors là par exemple je montre un point qui est le bout de mon doigt, l'univers est courbe. Et la courbure de l'univers dans chaque point de l'univers est donnée par ça. G, c'est la géométrie. Et à droite, on a le tenseur. Le tenseur, c'est une forme de vecteur dans lequel il y a toutes les énergies, toutes les masses de l'univers. Donc toutes les énergies, toutes les masses de l'univers courbent l'univers. Et la formule exacte est donnée par Einstein. Mais là, c'est extraordinaire. Bon, évidemment, Einstein disait lui-même que c'est incroyable qu'il ait pu écrire l'équation de l'univers. Mais aussi bien Einstein que Galilée que Newton ne peuvent pas dire pourquoi les choses sont comme ça. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est de l'ordre de la physique. Ils ne peuvent pas passer de la physique à la métaphysique. C'est impossible. En regardant cette équation, vous ne pouvez pas dire pourquoi elle est comme ça. Alors il y a des formules très populaires, il y a Stephen Hawking qui va vous dire oui mais ça c'est l'esprit de Dieu. Bon, c'est des mots, mais on ne peut pas savoir, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. De la même façon, on ne peut pas passer de la métaphysique à la physique. C'est-à-dire vous ne pouvez pas ouvrir un texte religieux, que ce soit la Torah, le Nouveau Testament, le Coran, la Bhagavad Gita, aucun livre religieux, aucun livre religieux ne vous donne d'équation qui vous montre comment fonctionne l'univers. C'est réellement deux domaines différents. Et quand on passe à la physique quantique, c'est encore pire. Parce que déjà, la physique quantique, on arrive très difficilement à comprendre de quoi on parle. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire les équations. C'est quelque chose de vrai, la physique quantique. Sinon, il n'y aurait pas de GPS, sinon, il n'y aurait pas d'ordinateur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça reste une formalisation. Alors, que pouvons-nous savoir? Eh bien, la réponse de Kant, Emmanuel Kant, était très simple. Logique, physique, oui. La logique, on peut la connaître, la logique mathématique, de façon a priori, parce qu'elle est déjà là. La logique tient l'univers. Les mathématiques sont la structure de l'univers. Ils sont déjà là. Donc on n'a même pas besoin de sortir de sa chambre. Maintenant, la physique elle-même, on doit sortir de sa chambre, faire des expériences, découvrir des mammifères, par exemple, découvrir des poissons. On peut acquérir cette science. Pour ce qui est de la métaphysique, pour Kant, il disait, ça on ne peut pas savoir. On ne peut que croire.
Mais il n'était pas en train de rabaisser l'un et l'autre. Il disait simplement, le savoir est là, c'est-à-dire ce qu'on peut savoir de science sûre, et d'ailleurs c'est un savoir évolutif, c'est-à-dire que Newton est vrai, sauf quand on est à des vitesses proches de la lumière. Dans ce cas-là, il y a des effets relativistes, et c'est Einstein qui prend le relais. On découvre constamment des choses qui changent, mais la science est là. De ce côté-ci, il y a la croyance. Ça, c'est ce que disait Kant. En d'autres termes, la logique, les mathématiques donnent le seul savoir absolument certain sur l'univers. Les sciences de la nature donnent un savoir provisoirement certain, c'est-à-dire en attendant qu'on améliore. Et la métaphysique est du domaine de la croyance. Et on se dit, mais alors est l'homme dans tout ça? Est-ce qu'on ne doit garder que la logique, les mathématiques et les sciences de la nature, s'en méfiant un peu parce qu'elles changent, hein, et rejeter la métaphysique? Ça, c'est la pensée positiviste. C'est Auguste Comte, au XIXe siècle. Pour ceux qui aiment bien le foot, qui c'est qui peut me décrire le drapeau du Brésil? Qui c'est qui aime le foot ici? Ouais, moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le drapeau du Brésil? Il y a deux phrases, il y a des mots, il y a un globe et il y a des mots. Il y a écrit ordem et progresso, ordre et progrès. Et pourquoi sur le drapeau du Brésil il est écrit ordre et progrès? C'est parce que le philosophe Auguste Comte, c'était sa devise. Et quand le Brésil a été créé en tant que république, les gens qui étaient au pouvoir étaient des grands admirateurs d'Auguste Comte. Donc ils ont pris la devise personnelle d'Auguste Comte, ordre et progrès, et ils l'ont mis sur le drapeau du Brésil. Auguste Comte, ordre et progrès, il disait pour voir l'ordre de l'univers et pour progresser, il faut rejeter totalement la métaphysique. On va se focaliser juste sur la science. Alors, maintenant on va répondre aux questions. Pour ceux qui sont restés. Pour vous dire, alors, le soleil est... alors, premièrement, en fait, vous avez tous raison. Je crois qu'on peut tous s'applaudir, tout le monde a raison, bravo. Mais, comment est-il possible que vous ayez tous raison alors que vous avez dit oui et non? En réalité, c'est là qu'il y a la séparation entre la science et le reste, l'expérience humaine. Maintenant, on va dire l'expérience humaine. En fait, le feu en physique, d'ailleurs vous l'avez fait en terminale, quand vous allumez du feu, un briquet, et vous mettez dessus quelque chose, au bout d'un certain moment, le feu s'éteint. Pourquoi? Parce que la combustion a mangé tout l'oxygène. Il n'y a plus d'oxygène, le feu s'éteint. Très simple. Donc, le feu, défini par la science, c'est la combustion de l'oxygène. D'accord? C'est Lavoisier qui avait découvert tout cela. Or, le soleil, il n'y a pas d'oxygène. Ce n'est pas de l'oxygène qui brûle. Si c'était de l'oxygène qui brûlait, le soleil, il aurait duré 10 minutes. Or, le soleil, ça fait des milliards d'années qu'il est comme ça. Parce que ce n'est pas du feu. Ce sont des réactions de fusion nucléaire. Donc, pour nous, c'est une apparence. C'est-à-dire, pour la science, le soleil n'est pas une boule de feu, ce n'est même pas du feu. D'accord? Et on a raison. Si vous me dites, pour moi, en tant qu'être humain, je bronze au soleil, je vois de la chaleur, pour moi c'est du feu. Donc maintenant, il y a une différence entre la science et la façon humaine d'appréhender le monde. Mais attention, on peut faire les deux à la fois. L'important c'est de le savoir. De le savoir. Une fois que vous savez que le soleil en fait ce n'est pas du feu, ce sont des réactions thermonucléaires, ce sont des réactions... Une fois que vous savez cela, vous pouvez dire sous forme métaphorique, métaphorique, mais il faut connaître les deux. Il faut connaître les deux. Les plantes vertes sont-elles vertes? Vous avez tous raison. Sauf que, en fait, imaginez que ça c'est une plante verte. La lumière blanche, le blanc n'est pas une couleur. Hein. Le blanc c'est la somme de toutes les couleurs. Hein. La lumière blanche qui contient toutes les couleurs tape sur la plante verte. Et puis elle arrive dans mon œil. En fait, la seule longueur d'onde qui est sortie de la plante, qui est arrivée dans mon œil, c'est le vert. Pour ça que je le vois en vert. Donc la plante verte, il y a toutes les couleurs dedans, sauf le vert. Parce que le vert est dans mon œil. Pour la science, non. Le vert est dans mon œil. Sinon, je ne la verrais pas.
Donc il y a toutes les couleurs dans la plante sauf le vert. Il est dans mon œil. Bon, en même temps, si ça m'amuse de dire la plante verte est verte, ça m'amuse. Bon, je le dis. Mais l'important, c'est de savoir qu'il y a les deux. D'accord? Soyons clairs, la Terre est une sphère. Si quelqu'un dit que la Terre est plate, si c'était mon étudiant, je mets 0 à l'examen. Bon, la Terre est une sphère. Mais pour l'expérience humaine, c'est-à-dire quand on sort dans ce très beau campus, j'ai vu un très beau terrain de foot. Heureusement qu'il n'est pas comme ça. Ce serait difficile à jouer s'il était comme ça. Non, pour l'expérience humaine, pour nous, évidemment, la Terre est plate. On n'a jamais, dans notre expérience humaine, on n'a jamais l'expérience de la rotondité de la Terre. Encore une fois, c'est pas grave. Il faut savoir scientifiquement que la Terre est une sphère, mais que dans notre expérience, il y a tout un texte de Husserl là-dessus, hein. Oui et non. En plus, la Terre pour nous ne bouge pas. Or, au moment où je parle, nous sommes en train de faire, mais réellement, des dizaines de milliers de kilomètres à la seconde. On est en train, la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du trou noir qui est au centre de la galaxie, et la galaxie est en train de partir dans tous les sens. Donc, on est animé par rapport, par exemple, si je me place dans la galaxie d'Andromède, et les gens de la galaxie d'Andromède sont très intéressés par cette université, donc ils regardent l'université et l'école polytechnique d'Agadir. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient, on fait ça. Ils disent, c'est bizarre, ces gens-là. En plus, ils arrivent à boire un verre d'eau. Il n'y a pas de mouvement absolu. Il n'y a que des mouvements relatifs. C'est une idée qui date un peu d'Einstein, mais peu importe. Mais ce que disait Husserl, c'est que la Terre, telle que nous la percevons par nos sens, ne se meut pas et ne bouge pas. Ce n'est même pas un objet. C'est en fait, nous, en tant que sujet, nous avons besoin de la Terre, de la stabilité de la Terre, du fait qu'on est là pour nous poser nous-mêmes. Sinon, on serait même pas capable de savoir où nous sommes. Encore une fois, il n'y a pas de point absolu dans l'univers. C'est très bizarre. Il n'y a que des points relatifs. Si on n'avait pas cette certitude de la Terre plate qui ne bouge pas, on ne pourrait même pas fonder notre subjectivité. Et donc, la vérité absolue de la science est relative par rapport à l'être humain. Encore une fois, il faut les deux. Et je finis par la question la plus méchante. Parce que là, c'est pas ceux qui ont dit oui qui ont raison. D'ailleurs, je crois que personne n'avait dit oui. Ah, vous avez dit oui? Yes. Mais ce n'est pas ceux qui ont dit non qui ont raison. En réalité, c'est un peu vicieux, c'est que la question elle-même n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que l'ange est dans la métaphysique. Et casser, c'est un procédé physique. Casser, je prends un marteau et je vais essayer de me casser le bras. Ça veut dire que je vais taper de plus en plus fort, la pression exprimée en newton par mètre carré va augmenter, vous voyez le schéma ici, jusqu'au moment où la résistance de mon os, qui est une réalité physique, va être plus faible que la force qui tape dessus. Et là, j'ai cassé ma main. Donc, l'idée même de casser appartient à la physique, n'appartient pas à la métaphysique. Donc, il ne faut même pas se poser la question. C'est ce que Wittgenstein et le Cercle de Vienne appellent meaningless. Et vous remarquerez une chose curieuse, c'est que la plupart de nos discussions sont meaningless. On peut passer, surtout pendant le mois de Ramadan, toute la soirée à parler de tout plein de problèmes, etc., bâtis sur des discussions meaningless. La preuve, c'est qu'on n'arrive jamais à conclure. Jusqu'au petit matin, on mange rapidement. Mais on n'arrive pas on ne peut pas conclure une discussion métaphysique. Et ça nous ramène à la phrase au-dessus de l'Académie de Platon. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nul n'entre ici s'il n'est mathématicien, nul n'entre ici s'il n'est pas al-Burhan, parce que la seule façon d'avancer dans l'acquisition de la science, c'est d'être résolument de ce côté. Dès qu'on fait intervenir de la métaphysique, on ne peut plus. Donc, je finis, je suis en train de finir. Donc, est-ce qu'on ne doit garder que la logique, les maths, les sciences de la nature pour être par là? Non, non. L'homme construit sa vision du monde. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est unique parce que nous avons chacun notre vision du monde. D'accord? Et chaque vision du monde vaut celle du voisin. Mais nous construisons notre vision du monde avec quoi? Avec de la science, why not? Mais avec beaucoup de métaphysique, avec de la poésie,
avec de l'imaginaire, avec de l'éthique. Et finalement, c'est ça qu'on nomme la conscience. C'est lorsque vous avez une certaine façon de considérer l'univers autour de vous, une certaine façon de voir la poésie, une certaine façon de voir surtout l'éthique. Mais c'est quelque chose de totalement subjectif. C'est pour ça que la dernière phrase de Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophicus, il disait, sa dernière proposition de Wittgenstein, il disait « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Pourquoi il disait cela? Parce qu'il disait la seule chose dont on peut réellement parler, c'est-à-dire parler en pouvant convaincre la personne qui est en face de nous, ce sont les propositions scientifiques. Ça, on peut. Tout ce qui est de la métaphysique. Mais ça fait une très belle discussion. Et on peut s'amuser. Soyez conscients d'une chose, on ne peut pas en parler dans le sens du logos. Vous savez, le logos, c'est le langage grec articulé, c'est ce qui fonde la logique. D'ailleurs, c'est la même chose en arabe, on est le mantiq. Mantiq, ça vient de ntaq, c'est exprimer quelque chose, c'est le logos, d'accord? Ce logos, en réalité, il n'est valable que là. Et le reste, c'est de la poésie. C'est formidable, la poésie. C'est formidable, mais c'est plutôt de ce côté. Il y a une vérité de la poésie. Quand vous voyez Éluard qui écrit cette phrase « La terre est bleue comme une orange », cette phrase n'a pas de sens scientifique. Elle n'a aucun sens. De ce côté, cette phrase n'a même pas de sens. Pourtant, elle peut nous émouvoir. La terre est bleue comme une orange, c'est plutôt beau. On peut être sensible ou non à la poésie, ça dépend. Si on préfère Ahmed Shawqi, c'est autre chose. Mais peu importe. Vous avez ici Heidegger et Hölderlin. Heidegger disait cela. Il disait « La poésie de Hölderlin me renseigne autant sur l'être du monde que la science. Il y a la science qui me dit des choses très intéressantes sur le monde, et heureusement. Eh bien, la poésie de Hölderlin, vous savez, Hölderlin, là-haut à gauche, c'est un poète allemand qui a vécu toute sa vie au premier étage d'une maison qui appartenait à un charpentier, un menuisier. Et Hölderlin a passé quasiment toute sa vie dans une chambre en train de regarder le Rhin. Et il a fait des poésies extraordinaires en langue allemande. Et Heidegger, qui est là-bas, disait donc, bravo, la science depuis Platon jusqu'à Einstein, puisque Heidegger c'est le XXe siècle, nous a totalement renseignés sur l'univers. Mais Hölderlin me dit des choses sur l'être humain qui me donnent une autre forme de vérité. À moi, Heidegger, parce qu'il vibre d'une certaine façon. Ça ne veut pas dire que tout le monde va vibrer de la même façon. Quand vous voyez le dialogue le plus célèbre du théâtre, c'est Shakespeare, to be or not to be, that's the question, blablabla. C'est une réflexion sur le suicide. Et au 19e, vous avez, bien longtemps après Ibn Khaldoun, créé la sociologie, en même temps que Max Weber, par un livre sur le suicide. Donc vous voyez, il y a Émile Durkheim qui fait un travail scientifique sur le suicide en regardant les statistiques de suicide dans toutes les régions de France et en faisant un lien entre le taux de suicide et le taux de relations sociales et amicales qu'il y a chez les gens. Donc il fait une sorte d'équation, ici, scientifique, sur le suicide. Hamlet, c'est très beau, c'est Shakespeare. To be or not to be, that's the question, whether it is no, bla bla bla. Très très beau. C'est une réflexion sur le suicide. Et ce que dirait Heidegger, je pense, je fais parler Heidegger, c'est que les deux nous donnent des vérités. La science nous donne une vérité, la poésie nous donne une autre vérité. Il y a une vérité de l'art qui parle à chacun. C'est très différent. La réaction qu'on peut avoir, bon, il y a plein d'artistes, il y a Bram van Velde, il y a Bernard Buffet que j'aime pas beaucoup, il y a Rodin, il y a le Guernica de Picasso, il y a un truc de Varazili que je déteste, il y a ce tableau de Vermeer que Dali considérait comme le plus beau tableau jamais fait. Ce sont des vérités personnelles. C'est-à-dire, à la différence de la science, on a commencé par dire, Aristote définit la science comme le nécessaire, l'universel, le général, etc. Mais là, il n'y a ni nécessaire, ni universel, ni général. Si vous regardez la dentelière de Vermeer ici,
Dali vous dit que c'est le plus beau tableau du monde. Moi, je suis allé voir au Louvre et je suis plutôt d'accord, c'est un tableau très beau, mais il y a des gens qui peuvent passer devant sans même être intéressés. J'ai rencontré récemment un artiste italien qui s'appelle Andrea Dell'Olio, qui aime beaucoup Vasarely, c'est l'espèce de truc géométrique là-bas, mais moi, ça ne me dit absolument rien. Je sais que ça vaut des millions de dollars, mais moi, je ne donnerais même pas un dirham. C'est pas mon truc. Et c'est normal, c'est une autre vérité. On sort de la science, on rentre dans l'intimité de chacun de nous. Donc, science, autrefois, il y avait des sciences différentes. Chacun pensait que, par exemple, la pluie, c'était Zeus qui était en train d'uriner sur le monde, etc. Finalement, la science est maintenant la même pour tous. La science est la même pour tous. La preuve, c'est que nous avons tous des portables qui fonctionnent exactement de la même façon, avec les mêmes équations, que ce soit les équations de Maxwell, les équations de la physique quantique, etc. La science est la même. Tout ce qui est différent, qui sert à nous différencier, c'est la poésie, l'imaginaire, l'éthique, c'est tout ce qui ne peut pas se prouver. Donc même si on est un L, je suppose qu'on est tous des L Burhan, on est à l'université, n'est-ce pas? On est la classe. Mais c'est pas parce qu'on est L Burhan qu'on doit laisser tomber le reste, qui est de l'ordre de la poésie. Donc, je voulais finir en disant, alors je prends une seule, bon, je finis en disant quand même cela, j'ai pas le temps de passer là. Wittgenstein disait qu'il était question naturelle, j'ai une citation, mais je voulais finir, alors attends, je voulais finir justement sur cette question du gros livre de Wittgenstein, et je finis vraiment là-dessus. Wittgenstein a fait une expérience de pensée. Il a dit, supposez que quelqu'un soit omniscient. Il sait tout ce qui s'est passé dans l'univers depuis le Big Bang. Tous les mouvements du corps, toutes les dispositions d'esprit, tout dans un gros livre. Évidemment, le livre, c'est infiniment gros. D'accord? Et Wittgenstein fait remarquer que ce livre ne contiendrait rien que nous appellerions un jugement éthique. Prenons un exemple. Comme je ne suis pas superstitieux, je vais prendre moi comme exemple, parce que je ne suis pas superstitieux. Supposez que quelqu'un rentre en courant par là-bas, et il met un pistolet sur moi, et il me tue. Je ne suis pas superstitieux, donc je suis moi. On appelle ça un crime. D'accord? Mais, vous seriez d'accord? Non. Vous condamneriez? Vous serez horrifié, je suppose. Qui serait horrifié? Faites-moi plaisir. Vous serez horrifié? Ah, quand même, vous êtes horrifié. Voilà, il y a la tête, la musique. D'accord. Mais ce que fait remarquer Wittgenstein, c'est que votre jugement éthique ne peut pas être dans le gros livre qui décrit tous les faits de l'univers. Tout ce qu'on peut décrire, c'est qu'un jeune homme est arrivé en courant, on peut calculer son énergie cinétique, on peut donner sa taille, il a son pistolet, on peut décrire le pistolet, on peut décrire comment une balle tire, là il y a de l'énergie, comment elle rentre dans mon cerveau, bah, oui, je sais l'ingénie, je sais. On peut décrire tout ça scientifiquement. Il n'y a pas de jugement éthique dans le monde. C'est toujours quelqu'un qui apporte le jugement éthique. Pour ça, et je finis là-dessus, quand on dit science et conscience, c'est parce qu'on ne peut pas marcher sur un seul pied. Il faut acquérir la science, absolument. Mais sans la conscience, on ne peut pas être entier. C'est-à-dire, sans la conscience, vous voyez un type qui arrive, qui me tire une balle, et il repart, et vous êtes en train de regarder votre montre, il dit, bon, en même temps, il a vraiment fini, il est mort. Allons prendre un café. S'il n'y avait pas de jugement moral. D'accord? Donc, je finis en disant que l'idéal d'Ibn Arabi, c'était l'insan al-kamil, l'homme parfait, d'une certaine façon, l'insan al-kamil. Moi, je pense que l'insan al-kamil, c'est celui qui, sans les mélanger, essaye d'acquérir la science physique, et puis se fait pour lui-même, à usage personnel, un monde de rêverie, de croyances, de religion, d'éthique, à usage personnel, sans essayer d'en parler et sans mélanger les deux. Merci beaucoup. J'ai largement dépassé. Je crois que j'ai dépassé. Merci beaucoup, j'ai dépassé. Consacré
c'est Ben Abdelhafid dans un premier temps. Deuxième question, Madame Oudi. Moi, je préfère répondre tout de suite comme ça. Monsieur, oui. Monsieur Laroui, merci beaucoup pour cette excellente conférence. Alors, juste deux petites remarques et je vous demande d'être un peu patient, plus qu'autre chose, d'accord? Bien. Alors, quand vous parlez des 3 R, moi j'étais un tout petit peu déstabilisé par le mot arabe. Et oui, Khawarizmi n'est pas arabe. Vous me permettez, je suis désolé, vous me permettez de vous tout de suite par une anecdote. Vraiment, vraiment, je sais quelle est votre question. Et après, vous reprendrez le fil de votre question, mais parce que je sais de quoi vous parlez. Un jour, à l'Institut du monde arabe, il y avait une exposition qui s'appelait L'âge d'or des sciences arabes. Et je suis allé visiter cette exposition, il y avait la queue, et je suis allé faire la queue pour acheter mon ticket. Et à gauche, il y avait une manifestation. Il y avait des gens quasiment avec des pancartes qui étaient en train d'hurler, tu sais. Bon, je suis un peu étonné, je suis allé les voir. Je dis, excusez-moi, pourquoi est-ce que vous protestez? C'était des Iraniens. Et ils m'ont dit, mais regardez, il y a écrit l'âge d'or des sciences arabes, mais Ben Sina était iranien, Al-Farabi était turc. Je vous rassure, je suis arabe. Je vous rassure, je suis arabe. Je réponds. De Meknès et de Fès, donc il n'y a pas de problème. Non. Mais l'anecdote, je vais vous dire pourquoi je vous donne cette anecdote. Parce que, en fait, dans mon livre Plaidoyer pour les Arabes, le premier chapitre, je le consacre à cette question. En réalité, c'est une question de dénomination. C'est-à-dire, les savants se sont mis d'accord, les historiens, se sont mis d'accord pour appeler ça science arabe ou philosophie arabe, tout ce qui s'écrivait. Quel savant? Attendez, je finis d'abord. Je vais vous dire, ils se sont mis d'accord pour appeler ça la science arabe ou la philosophie arabe. C'est une dénomination. Pourquoi? Parce qu'il fallait trouver un mot. Parce que tout le monde sait qu'Ibn Sina était persan. Il écrivait en persan. Mais il a écrit le Qanoun fi Tibb, il a écrit en arabe. Omar al-Khayyam, il a écrit Rubaiyat en persan et en arabe, mais son œuvre mathématique est en arabe. Farabi était turc, mais ses livres de philosophie sur Platon et sur Aristote et son livre sur la cité vertueuse, Medina Fadela, étaient en arabe. Ben Khaldoun, quand il parle dans son autobiographie, il est très fier de ses origines yéménites arabes. Le premier philosophe purement arabe ethniquement, c'est Al-Kindi. Si vraiment on va être... Donc votre question, je la comprends, mais il n'y a pas de discussion là-dessus. On est d'accord. Il y avait un empire, l'empire des Abbasides. Cet empire possédait le nom d'empire arabe, mais il y avait 200 ethnies différentes. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai répondu à votre question. Enfin, moi, je pense pas, mais c'est pas grave. Si. Je continue. C'est bon. Très bien. Donc, alors... Si vous permettez, je vais essayer un tout petit peu, moi, au lieu d'utiliser la chose, au lieu d'utiliser par exemple la métaphysique et la physique, nous disons un tout petit peu la chose suivante. Il y a la croyance et la connaissance. Et la croyance n'a rien à voir avec la notion de religion ou de Dieu. Quand vous allez chez un médecin et il vous donne, vous croyez, lui il a la science, mais vous avez lui, il a la connaissance et vous avez la croyance. Et on fait comme ça. Et si, ça, j'ai donné l'exemple le plus simple pour ne pas être polémiqué. Et je pense que vous m'avez compris à tous les domaines, au niveau le plus haut, politique, etc., etc. Il y a ceux qui ont la connaissance et ceux qui ont la croyance. Et notre monde tourne comme ça. Et tout le monde dit, ah ben c'est bien. Ou alors on va même dire, ah ben c'est tira, c'est nia. Vous voyez? Et c'est pas Dieu, c'est pas la religion, c'est pas... Ah, donc, à mon avis, par contre, le mot connaissance, pour moi, il a une signification. Le mot connaissance vient de l'information. L'information vient de data. Data, c'est quelque chose de données, d'accord? Donc, la base, c'est la matière première des choses. Et là, effectivement, la connaissance a un sens. Le problème de croyance, c'est que il y a une dynamique. Je pense que Edgar Morin a parlé donc dans le système complexe de ces choses-là, et il explique très très bien qu'il y a une dynamique. Donc finalement, on peut avoir une croyance sur une chose, c'est quoi? Quand on croit, ça veut dire on croit que c'est la vérité. Et puis après, on se rend compte que la vérité, je pense, c'est toute la vie. Ben, c'est pas grave. Et c'est cette prise de conscience que ce n'est
peut-être pas la vérité ou la moitié de la vérité, il faudrait la compléter. Et c'est un tout petit peu donc l'évolution. Donc, je trouve que en utilisant uniquement le mot métaphysique, bon, ben ça tient en termes de philosophie, etc. Ça tient très bien, je suis 100% d'accord, on vous a su. Mais la question qui se pose, j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait juste comme quelque chose de dire que tout ce qui est dans la religion, et j'ai remarqué, vous n'avez jamais pratiquement, donc c'est pour ça que le mot arabe, si vous avez utilisé arabo-musulman, je pense que ça serait beaucoup plus clair, parce que les grands savants que vous avez cités étaient aussi donc des musulmans, donc ils avaient une croyance, quel que soit leur niveau de science, ils avaient leur croyance. Donc, à mon avis, le sens, effectivement, quand on parle effectivement donc de science, tout ce que vous avez dit, moi je suis d'accord avec vous, sauf que aujourd'hui, je pense, avec tout ce que nous avons comme outil, un tout petit peu virtuel, intelligence, etc., donc, connaissance et la croyance. Et cette connaissance-croyance n'est pas liée toujours au côté religieux. Je pense que quand on croit un médecin, quand on croit un politique, quand on croit, etc., donc finalement, est-ce que cette séparation que j'ai peut-être mal comprise, mais cette séparation en disant, bon, il y a ceux qui croient en la religion, d'ailleurs, quand vous avez cité la Terre plate, vous avez dit, quelqu'un qui vous a dit que c'est la Mecque, pour moi c'est un ignorant qui répond, et vous reprenez la parole d'un ignorant pour comme si c'était quelque chose d'équivalent à la science. J'étais un tout petit peu surpris. Merci beaucoup. D'accord. Tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Laroui, pour si vous permettez de l'afficher. Celle-là non, avant. Celle-là Avant. Oui, oui, celle-là. Oui. Oui. Alors, vous avez dit que la logique, les mathématiques et les sciences de la nature, c'est tout ce qui se prouve. Oui. Alors que la métaphysique, la poésie, l'imaginaire, l'éthique, c'est tout ce qui ne peut pas se prouver. Alors, je précise la métaphysique. Je vois un autre point de vue. Oui. Pour moi, la métaphysique et la physique, ou bien la métaphysique et la science, ce sont deux choses qui sont étroitement liées. Pourquoi? Parce que si sans métaphysique, on n'aurait pas de science. Je m'explique. Par exemple, il y en a des phénomènes qui ne peuvent pas, qu'on n'arrive pas à comprendre, et grâce à la science qu'on a, on se base sur cette science pour pouvoir comprendre ce phénomène et pour pouvoir comprendre, pour arriver au point de comprendre ce phénomène, donc on va développer la science qu'on a déjà. Donc on aura une autre science. Donc je vois que ce sont deux choses qui sont étroitement liées, comme j'ai dit tout à l'heure. Je peux répondre déjà ça. Okay. Vous me dites, à un certain moment, la science va faire des progrès, elle va expliquer le phénomène. C'est ce que vous dites. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ce phénomène était dans la métaphysique, il est devenu tout à coup, grâce à la science, qu'il est passé dans le côté scientifique. En fait, il a toujours été de ce côté, simplement on ne le comprenait pas. Après, on peut lui donner une interprétation avec tout ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je prends le pendule, donc je prends une ficelle, je mets un pendule. Il dit que Galilée a donné l'équation du pendule. Il y a un cosinus θ, il y a un L, il y a un M. Il a découvert des lois, les lois du pendule. Ce sont des lois physiques. D'accord? Avant, Galilée, peut-être, ne comprenait pas exactement pourquoi ce mouvement. C'était toujours un mouvement du côté de la physique. Bon. Ensuite, ah non, le pendule, en fait, ce sont deux anges qui jouent à la balançoire. Donc, il y a un ange ici, un
qui est là et il joue à la balançoire. Cette explication métaphysique n'a strictement rien à voir avec la science. Donc il n'y a pas un mélange. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle d'un phénomène physique en termes métaphysiques que ça devient de la métaphysique. La vraie métaphysique, c'est quand on parle de phénomènes qui n'ont aucune possibilité d'être observés. En réalité, Kant n'en connaissait que 3. Il n'y a que 3 choses métaphysiques dans l'œuvre de Kant. Dieu, après tout, si vous commencez sur Al-Baqarah, c'est quoi? Le ghaib. Le ghaib, c'est quoi? Le ghaib. Le ghaib, c'est ce qu'on ne peut pas connaître physiquement. On ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas. C'est ça le ghaib. Dieu, l'âme. Pour Kant, l'âme faisait partie de la métaphysique. Alors à chaque fois, les étudiants, ils me sortent le film américain qui s'appelle 21 grammes, en disant, oui monsieur, l'âme pèse 21 grammes. Si l'âme humaine pesait 21 grammes, elle ferait partie de la physique. Mais l'âme humaine, fait partie de la métaphysique. On n'a jamais pu voir l'âme humaine, on ne peut pas la manger, on ne peut pas la sentir, on ne peut pas l'observer avec des rayons X. Donc, pour vous répondre, je continue de croire, et après c'est une question de langage, que le monde métaphysique et le monde physique sont réellement 2 domaines totalement disjoints, réellement. Et que s'il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas, mais bien sûr, mais aujourd'hui encore, demandez à vos profs de physique, personne ne sait ce que c'est que l'énergie noire. Personne ne sait ce que la matière noire. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été découvert récemment avec l'équipe de Perlmutter, MIT. Il a eu le prix Nobel il y a une quinzaine d'années pour ça. Jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on croyait que le Big Bang, l'expansion de l'univers était en train de se ralentir et que ça allait s'arrêter, qu'il y aurait peut-être un Big Crunch. Mais ce que Perlmutter, MIT et son équipe ont découvert, c'est qu'en réalité, l'expansion de l'univers était en train d'accélérer. Et la seule façon d'imaginer qu'elle accélère, c'est qu'il y ait de l'énergie de la matière qu'on ne peut même pas encore observer. Pour vous dire, voilà des choses qui en physique sont aujourd'hui encore inexplicables. La théorie de l'unification entre la relativité d'Einstein et la physique quantique, par exemple, la théorie des cordes, string theory, elle suppose un univers à 11 dimensions, dont 7 sont repliées. C'est une vue théorique, purement mathématique, mais il y a des gens qui soutiennent des thèses là-dessus. Voilà encore quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça ne veut pas dire que c'est dans la métaphysique. C'est dans le monde physique et on ne peut pas les expliquer. Maintenant, je prendrai une minute pour vous donner raison sur un point. D'accord? L'énergie. L'énergie, ça a l'air d'être quelque chose de totalement physique. Et c'est totalement physique. D'accord? Par exemple, si vous prenez une bouilloire, vous faites chauffer de l'eau, il y a de l'énergie thermique. Si vous mettez un piston, c'est la machine à vapeur, elle va bouger. L'énergie, la chaleur va se transformer en mouvement mécanique. C'est le principe de la machine à vapeur, du train. D'accord? Si vous êtes en voiture, vous êtes en train d'accélérer, vous avez une certaine vitesse. L'énergie cinétique, on peut la calculer. D'accord? En joules. Tout à coup, il y a un chat qui traverse la rue. Boum, vous freinez. Où est passée cette énergie? L'énergie cinétique est devenue 0. Votre voiture est arrêtée. Où est passée cette énergie? Touchez les pneus de votre voiture. Touchez les pneus de votre voiture. Vous allez vous brûler la main. C'est-à-dire que l'énergie cinétique est devenue de l'énergie thermique. Bon, ça, ce sont des phénomènes physiques. Et donc, on a fait des équations en montrant comment l'énergie cinétique devient de l'énergie... C'est même la thermodynamique, c'est ça. Thermo, c'est la chaleur, dynamique, c'est le mouvement. Très bien. Mais l'énergie n'existe pas. L'énergie est un terme métaphysique, heureusement. Tout ce qu'on observe, ce sont des formes d'énergie. On observe l'énergie cinétique, on observe la chaleur, on observe l'énergie chimique quand il y a des équations, on voit des réactions chimiques, on voit tout à coup des bulles, ça chauffe. On voit ça, on peut faire des équations, comment une forme d'énergie se transforme en une autre. Mais l'énergie, c'est de la métaphysique. Et ce qui permet à tous ces gens-là que j'aime bien, les coachs, qui te disent « Ah, tu as mal au dos, ah, je vais te guérir, je vais prendre toute l'énergie de l'univers au bout de mes doigts et je vais te masser le dos. » Ça, c'est un langage de... J'osais pas le dire. J'osais pas le dire. Mais ce sont des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Donc, ils utilisent le mot énergie dans un sens presque métaphysique, puisque si on ne dit pas énergie mécanique, énergie thermique, énergie chimique, l'énergie
tout court, ça n'existe pas, tout simplement. Ce n'est pas dans le monde physique. Et donc ces gens-là, ils peuvent toujours utiliser le mot énergie tant qu'ils veulent. Ce n'est pas dans le monde. Donc, de ce point de vue, mademoiselle ou madame, c'est vrai, parfois dans le langage, c'est le langage qui nous trompe, on fait des allers-retours entre physique et métaphysique. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes métaphysiques que la physique puisse résoudre. Réellement, je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'un jour la physique puisse tout à coup découvrir Dieu. Malgré tous les livres qui se vendent très bien, un jour je vais écrire un livre sous pseudonyme, La science et Dieu, parce que ça se vend très bien. Mais c'est de la blague, c'est de la blague. La science n'a strictement rien à voir avec ça. Rien à voir. Vous le dites vous-même, la science c'est de l'ordre de l'iman, la foi. Et cette foi te donne des dogmes, et ces dogmes te donnent une façon de vivre, une éthique, le muamalat, l'ibadat. Ça n'a rien à voir avec l'énergie, les équations, le système international, les joules, les mètres carrés, les trucs, ça c'est ça. La métaphysique est là. Mais je continue de réfléchir à ce que vous avez dit, monsieur. Hein. Parce qu'il me semble que c'est surtout une question de langage. Je pense. Oui. Bonsoir, monsieur Laroué. Merci pour votre présence au sein de notre université. Merci de m'avoir ici. C'est vrai que quand j'ai vu le titre Science et conscience, je suis allée dans une autre philosophie, on va dire, et j'ai pensé qu'on allait aborder les thèmes des sciences actuellement, d'accord, fondamentales, et de leur usage au niveau de la conscience humaine. Qu'est-ce qu'on fait avec les sciences actuellement? Vous avez cité des exemples comme l'euthanasie. Qu'est-ce qu'on fait actuellement de l'euthanasie? Mais ma question, elle va dans autre chose. C'est que, enfin, selon mes modestes connaissances, le savoir, pour moi, était un ensemble de sciences. Parce que pour moi, par exemple, Avicenne était d'abord un médecin, mais aussi un philosophe. Les autres, c'était pareil. Hein? Il y avait de la poésie, mais il y avait aussi des calculs, de la logique, etc. Puis à un moment donné dans l'histoire, il y a eu un cloisonnement du savoir, et c'est devenu comme au supermarché, on fait de la médecine, on fait de la chimie. Et finalement, c'est ce cloisonnement dans votre discours qui me pose... Désolée, c'est cette séparation entre les mathématiques, la logique et les sciences de la nature, bien sûr, où tout est physique, prouvé. Mais encore, il y a encore des questions, puisqu'on ne sait pas pourquoi. Oui, hein, on a réuni tous les ingrédients qui constituent une cellule, mais on ne sait pas pourquoi elle prend vie. Donc il y a quelque chose qui manque. Et puis, je crois que c'est le Dieu, c'est l'âme, ça devient du domaine de la métaphysique. Mais je pense que toute question scientifique doit relever justement ce type de questionnement, ne serait-ce que pour l'éthique pour l'être humain, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances. Pour moi, je ne sais pas, l'éducation et les sciences, il ne doit pas y avoir d'un côté les mathématiciens et d'un autre les métaphysiciens. Et toujours dans le domaine des sciences, on constate maintenant, en tout cas pour les sciences de l'humain, que beaucoup de choses physiques sont déclenchées par des phénomènes métaphysiques. Ça, c'est les une autre hormones, question. Les hormones, c'est une autre les question. hormones du bonheur. Non, je vais répondre parce que voilà. Vous abordez. Fatigué. Non, je ne dis pas qu'il faut simplement enseigner cela. Je pense qu'il faut simplement d'abord commencer à séparer les œuvres. Je vous donne un exemple, vous l'avez dit vous-même. Et il y a une expression que vous avez dite que je vais contester formellement.
vous avez parlé d'éthique universelle. Et c'est exactement le contraire de ce que je suis en train de dire. La seule chose qui soit universelle, ce sont les sciences de la nature, la physique, parce que les équations de Maxwell, d'électrodynamique, elles sont à Tokyo, à Agadir, à Valparaiso, dans le monde entier. Les découvertes de la physique, vous allez chez des cardiologues à Agadir, les cardiologues à Cleveland, qui paraît-il sont les meilleurs du monde, c'est la même chose. Donc, ce qui est absolument universel, c'est ça. L'éthique n'est pas universelle. Et c'est ce que j'essayais de dire. Dès qu'on passe de ce côté, qui est celui de l'éthique, par exemple, de la philosophie, de la croyance, etc. Je suis parlé de croyance. Mais ça, on ne peut plus rien dire d'universel. Je vais prendre un exemple personnel. Quand je suis arrivé aux Pays-Bas, j'ai découvert l'euthanasie. Et en tant que Marocain, dougali par mon père, souhaité par ma mère, j'ai été horrifié. Comment peut-on tuer? Je suis maintenant totalement pour l'euthanasie. Je suis pourtant la même personne. Mais c'est un point de vue personnel. J'ai été convaincu, quand j'ai vu des cas aux Pays-Bas de gens qui souffraient atrocement, et pour des raisons, par exemple, religieuses, ou d'ailleurs d'autres raisons, disaient non, 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 il ne faut surtout pas, il faut qu'il continue. Et la personne, j'ai vu même quelqu'un qui était au Sénat des Pays-Bas, qui a donné une interview, et pourtant il n'était pas sur un grabat. Et je me sens très très mal, j'estime que j'ai vécu, mes enfants ont grandi, voilà, mes petits-enfants, j'ai bien vécu, j'ai 96 ans, je veux partir, donnez-moi une pilule. C'est très compliqué tout ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut avoir un jugement universel sur l'euthanasie? C'est impossible. Chacun doit avoir son jugement. Mais même pour l'éthique, regardez nous autres Marocains, quand nous étions petits, je suis plus âgé que vous, rassurez-vous, quand nous étions petits, nous voyions ce qu'on appelle skheret, les petites filles de 10 ans, les petites bonnes, qui n'allaient pas à l'école, qui étaient là juste plancher. On n'était même pas scandalisés. Il y a 30 ans, on n'était pas scandalisés. J'ai jamais entendu quelqu'un dire les petites bonnes skheret. Maintenant, c'est devenu un sujet de société. Il y a des ONG marocaines, des femmes très courageuses qui se battent, les petites filles, il ne faut pas qu'elles aillent tout à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce ne sont que des points de vue personnels. Vous voyez la discussion sur le Moudouana? On ne va pas commencer la discussion sur le Moudouana, sinon on va être jusqu'à... Mais en séparant, puisque parler d'éducation, les jeunes gens, les étudiants, ça, avec la séparation que je propose, ils ne vont pas confondre les deux. Ils vont savoir que, par exemple, leur point de vue sur le Moudouana est un point de vue personnel, qui va être arc-bouté sur des convictions personnelles. D'accord? Ce qu'on peut appeler des croyances, d'une certaine façon. C'est simplement pour pouvoir réfléchir tranquillement et à l'aise, et pas me faire comme le gars qui confond tout dans un sens comme dans l'autre. La dernière fois, j'ai parlé des fourmis. Non pas des fourmis, j'ai parlé de l'être humain. J'ai parlé de l'être humain, il y a, je sais pas, je donnais un cours sur Darwin, il y a une heure de cours qui me dit, monsieur, je suis à peu près convaincu que le darwinisme est une théorie scientifique. Mais enfin, elle semble un peu angoissée. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, l'être humain, dans le royaume, dans le règne animal, etc. Je lui dis, ben nous avons déjà un langage articulé. C'est-à-dire un langage dans lequel la logique est déjà présente. Par exemple, si je vous dis, demain, samedi, demain, s'il fait beau, je vais à la plage, et si en ouvrant les rideaux demain matin, vous voyez qu'il pleut, et j'espère qu'il va pleuvoir, qu'est-ce que vous en dites? Donc nous autres êtres humains, nous avons une fourche logique. Toutes les fourches logiques sont déjà dans notre tête, alors que les animaux, j'adore les chats, j'ai plein de chats, les animaux quand ils miaulent, il n'y a pas de logique dans leurs cris, simplement ils disent quelque chose de direct. Bon, une fois que j'ai expliqué tout ça, il y a un étudiant derrière qui écrit « Numel », là c'est dit « Numel ». Pardon? « Numel Oustad », il m'a dit. C'est quoi « Numel » Et là, il ouvre son portable et il me récite Surat Numel. Et il me dit, vous voyez, il y a Sidna Suleiman, il avait un rendez-vous avec la reine de Saba, Belkis, et puis il y a des fourmis qui étaient en train de le regarder, ils ont dit, foutons le camp, sinon il va nous marcher dessus. Il me dit, vous voyez bien que les fourmis, ils ont le langage articulé dans leur tête. Alors, d'un point de vue, moi je l'ai applaudi à Ouellen parce qu'il est très intelligent, c'est-à-dire il a compris tout de suite ce que c'était que le langage articulé qui contient la logique, il a compris.
Et il a introduit immédiatement une conviction personnelle dans la discussion. Donc je lui ai dit, je veux t'applaudir, et en même temps, je suis désolé, mais tu n'as pas compris mon cours. D'accord, tu as compris la notion de langage. Mais ne rentre pas des considérations de croyance, tirées d'une croyance, dans une discussion scientifique. Ne rentre pas. Et je lui ai dit, la preuve, c'est que si tu vas à Rabat, au département de zoologie, tu vas prendre un entomologiste, spécialiste des fourmis par exemple, Timchi, tous les vendredis, Timchi le jama, Tisli 5 fois, Mchel Hajj, ça s'appelle Hajj. Si tu lui parles de fourmis, en citant Sidna Suleiman, Balqis Odekchi, il va te sortir de la salle, parce que c'est pas comme ça qu'on étudie aujourd'hui les fourmis. C'est pour ça qu'il faut séparer. D'accord? Merci beaucoup. Merci Célaoui. S'il vous plaît, c'est une question qui relève un peu de l'histoire des sciences, si vous pouvez nous éclairer dessus. Si on compare le christianisme et l'islam, ils sont passés par les mêmes phases, à savoir que les pouvoirs politiques ont toujours voulu faire mettre main basse sur les sciences, de façon à ce que, dans toute l'histoire, les grands scientifiques ont été en même temps, chez nous les arabo-berbéro-musulmans ou chez les Européens, il y a toujours eu cette logique, les grands hommes de science, que ce soit en physique ou en mathématiques, ils étaient en même temps des philosophes. Et la philosophie pouvait leur permettre un petit peu de parler de la métaphysique, de défendre l'existence de Dieu, et les sciences leur permettaient d'explorer le monde physique. C'était, entre autres, Galiléo, les Norocht. Ils avaient déjà l'idée, hein. Bien avant le XVIIe siècle. Exactement. Ils séparaient parfaitement, et c'est ce qui permettait de naviguer facilement. Ils croyaient en Dieu, Descartes. Ils étaient tous croyants. Ils allaient à l'église, Newton entre autres, et ce qui m'intéressait, à quel moment les Européens ont institutionnalisé cette séparation. Bonne question. Et qui a donné... Ça a pris 2 siècles. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est, si vous permettez, si vous pouvez nous éclairer, les mécanismes qui a donné la modernité, le smartphone, etc. Et quels sont les mécanismes que nous n'avons pas eu dans notre monde à nous, arabo-musulmans, qui aujourd'hui fait de nous des pays scientifiquement sous-développés. Je comprends très bien la question, est très intéressante, parce que quand on parle du siècle d'or, le XVIIe siècle, le siècle de Descartes, de Galilée, de Newton, de Huygens, etc., on a l'impression que d'un seul coup, l'Europe est devenue à séparer la science et la théologie. Pas du tout, ça a pris 2 siècles. Si on prend au XIXe siècle, le pape qui s'appelait Pie IX, et en 1868, je crois à peu près, ça se vérifie facilement sur Internet, en 1869, il a sorti une bulle papale, c'est-à-dire qui a autorité absolue, en rejetant toute la science. Au XIXe siècle, en rejetant toute la science. Donc, 2 siècles, au moins, oui, 2 siècles après Descartes, Galilée, etc., le pape était toujours un ennemi farouche de la science. Ça a pris beaucoup de temps. En fait, il y a une expression en allemand, die Entzauberung der Welt, le désenchantement du monde. C'est une expression de Max Weber. Mais le philosophe français Marcel Gauchet l'a utilisé comme titre d'un de ses livres. Ça s'appelle Le désenchantement du monde. Et il a dit à quel moment le monde, et ça répond en fait à ta question, à quel moment le monde en Europe est devenu désenchanté. C'est-à-dire qu'on a considéré que la science donnait le comment, mais l'enchantement du pourquoi n'était plus là. Et il dit que c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire quand il regarde les chiffres de fréquentation des églises. Donc, dans les années 30, les Français qui allaient à l'église le dimanche, c'était 60-70%. Aujourd'hui, c'est 3%. Moi, j'avais une amie italienne quand j'étais à York, Louisa. Elle me disait « Ah, je suis catholique, je suis catholique ». D'abord, il n'y a pas de Bible chez toi. Je t'ai jamais vu prier. Elle me dit, oui, je suis catholique. Après, elle m'a dit, c'est vrai, nous autres catholiques, nous allons 3 fois dans notre vie à l'église pour être baptisés, pour se marier, pour être enterrés. Tu vois. Donc, en fait, il y a eu ce désenchantement du monde où la religion est devenue surtout une affaire presque d'identité. On se dit catholique, etc., mais ils ne croient plus en grand-chose, ils ne pratiquent plus du tout les préceptes moraux, etc. Mais ça a pris 2 siècles. Maintenant, pour répondre à ta question, je ne sais pas si tu as vu le film qui s'appelle Le Destin. Ça parle, c'est un peu...
que Ibn Rushd, à un certain moment, le calife a besoin de faire la guerre. Et qui il va choisir? Il va, encore une fois, et je finis en donnant deux dates pour qu'on se comprenne, 1236-1258. En 1236, la reconquête catholique, los reyes católicos, ils reprennent Cordoue. Alors après, en 1492, ils reprennent Grenade. Donc les gens ils te disent, oui, l'islam a duré jusqu'en 1492 en Espagne. C'est faux. C'est en 1236, avec la chute de Cordoue, que c'est fini de l'Andalous. D'accord? En 1236. Et 1258, c'est-à-dire 20 ans plus tard, les hordes mongoles de Hulagu, c'est-à-dire les petits-fils de Gengis Khan, ils arrivent à Bagdad et ils tuent tout le monde. Pendant 3 jours, l'Euphrate et le Tigre sont pleins de sang, etc. Donc, l'islam des Lumières, les deux Lumières, celle de Cordoue, s'éteint en 1236. Qui c'est qui arrive? C'est l'Église catholique. Parce que la Reconquista los Reyes Católicos, c'est l'Église. Et l'Église n'avait aucun intérêt dans la science ni dans la philosophie. Donc c'est fini l'Andalousie. De l'autre côté, qui c'est qui arrive? Hulagu. Ce sont les Mongols. Alors, le plus bizarre, c'est qu'ils se convertissent à l'islam ensuite. Mais ils commencent par tuer tous les musulmans. Ensuite, ils se disent, ils ont d'ailleurs tous tué. Après, ils deviennent musulmans. Mais très rapidement, l'Empire ottoman prend tout le monde arabe, sauf le Maroc, et ce qui est aujourd'hui la Mauritanie. Mais les Ottomans sont de très grands organisateurs, sont de très grands guerriers, ils savent organiser un État, mais les Ottomans n'avaient aucun intérêt dans la science et la technique. Donc, finalement, le monde arabo-musulman, d'une certaine façon, il s'éteint presque en même temps. En Orient, en 1258, et en Occident, en 1236. Et il n'y a plus rien. Quand Napoléon arrive en Égypte, en 1798-99, quand Napoléon arrive en Égypte, dans toute l'Égypte, il y a 300 personnes qui savent lire. Dans toute l'Égypte, il y a 300 personnes qui savent lire. Tout le savoir s'est perdu. Donc, il n'y a pas à rechercher des explications fumeuses, métaphysiques. Ce sont des faits historiques. Ce qui a permis... Alors, encore une fois, je vais dire une chose sur le fait de dire arabo-musulman, etc. Quand on parle d'un savant comme Ibn Sina, comme Ibn al-Haytham, Ibn Firnas, en fait, tous ces grands noms, effectivement, ils étaient musulmans. Mais c'est l'utilisation du aql qui a fait que c'était de grands savants. C'est-à-dire, dans la lutte entre l'aql ou l'naql, c'est l'aql qui a fait progresser la science profane. Donc, ok, je veux bien qu'on dise les savants arabo-musulmans, tout ça, ce sont que des noms. Le plus important, c'est quel type d'islam ils ont pratiqué. Quel type d'islam? Et le type d'islam pratiqué par quelqu'un comme Ibn Rushd, quand il dit quand il dit ça, qu'est-ce qu'il dit? La vérité scientifique ne contredit pas la vérité religieuse. Mais quand il dit, il ne faut pas lire que cette phrase, il faut lire ce qui vient ensuite. C'est toujours dans Fasl al-Maqal qui est une fatwa. Fasl al-Maqal est une fatwa. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, si la science, donc le haqq scientifique, découvre une vérité qui semble contredire la vérité du texte, il faut prendre la vérité scientifique. Il faut revenir au texte et faire l'opération intellectuelle qui s'appelle ta'wil, réinterpréter le texte religieux pour faire coïncider le texte avec la science et pas l'inverse. C'est totalement révolutionnaire. Mais le gars, c'est le qadi de Cordoue qui dit ça. Donc c'est une pratique de l'islam où ils avaient bien compris. C'est pour ça Ibn Rushd est un génie absolu. Il avait bien compris, avant même les grandes découvertes scientifiques occidentales, il avait bien compris la différence de nature. C'est que la science profane ne cesse de nous en apprendre sur la marche du monde, le comment du monde. Et la science religieuse n'est là, en fait, que pour nous donner une éthique, une hygiène de vie. Ce que je disais, Mohamed et Ibadat. Et que quand cette science religieuse semble parler du monde physique, c'est toujours métaphorique, majaz. C'est pour ça que quand tu découvres une vérité scientifique sur le monde, il faut l'accepter et il faut réinterpréter le Coran. Qui oserait dire ça aujourd'hui? Tu vois ce qui s'est passé?
physique par quelque chose qu'on ne peut pas leur répondre. On ne peut pas trouver une réponse. Est-ce que vous pensez qu'après des centaines de siècles, on peut pas, si on a fini les questions, toutes ces questions de la physique, est-ce qu'on va répondre à la métaphysique? Merci. Non, mais c'est une bonne question parce que en plus, madame, ça a à voir un peu avec ce que vous disiez, j'ai l'impression, hein, ça a à voir. Bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis la métaphysique, on ne peut pas y répondre. Non, on ne peut pas y répondre de façon démonstrative. C'est-à-dire que la science, donc ce qu'on appelle al-burhan, le burhan, c'est la démonstration. C'est-à-dire la science, on peut se mettre d'accord pour démontrer des choses. Par exemple, on peut démontrer que la chute des corps, il y a une certaine équation qui a été découverte par Galilée et on peut la vérifier tous les jours. C'est-à-dire si quelqu'un vient me dire la chute des corps, l'équation de la chute des corps n'est pas correcte, je lui dis d'accord, on va au laboratoire et on prend les mesures et on mesure, on va toujours trouver que c'est la même chose. D'accord? C'est comme si on mesure la vitesse de la lumière, qui est à peu près 300 000 km à la seconde, c'est même pas une vitesse, c'est une célérité, mais bon, ça c'est un détail. Si quelqu'un me dit, peut-être que la vitesse de la lumière c'est 2 mètres à la seconde, je lui dis, bon, très bien, faisons l'expérience. Et donc c'est ça, c'est ce type de choses démonstratives qui est du côté de la science. Maintenant, pour la métaphysique, on peut très bien, alors là on parle de croyances, on peut très bien avoir des croyances bien argumentées. Par exemple, je te donne un exemple, ce qu'on appelle le dieu des philosophes, c'est-à-dire le dieu de Descartes, de Spinoza, des choses comme ça, c'est une construction intellectuelle, on la trouve aussi chez Aristote. Aristote, il te disait, tout l'univers est en mouvement. Mais il a bien fallu un moment où ce mouvement commence. Et donc, il l'appelle le premier moteur. Et the first mover, premier moteur. Et il te dit, ben, je définis Dieu comme ça. Une fois qu'on a défini quelque chose comme ça, on peut admettre que c'est vérifié, mais ce n'est pas de l'ordre de la démonstration, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est simplement 2 choses différentes. Maintenant, ce que tu dis, en fait, tu es en train de décrire toute l'histoire de la science avec ta question. Pourquoi? Au départ, avant les Grecs, avant le miracle grec, on voyait tous les phénomènes physiques autour de nous, tous. On voyait le tonnerre, on voyait les éclairs, on voyait les tsunamis, on voyait les tremblements de terre. Tout ça, ce sont des phénomènes physiques. D'accord? On avait toujours des explications métaphysiques, toujours. La science, petit à petit, a commencé à grignoter ce domaine. Les Grecs anciens, c'était quoi la pluie pour eux? Et je suis désolé, je vais être un peu vulgaire. Zeus, le premier roi, le roi des rois, pour eux, la pluie, c'est quand Zeus fait pipi. Je suis désolé d'être vulgaire, c'est de leur croyance. Et il a fallu que Socrate fasse une remarque. Il dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'il ne pleut jamais quand il n'y a pas de nuages? Tu vois? Ça, c'est un raisonnement physique. Et c'est Socrate, qui n'est pas du tout physicien, qui a fait cette remarque de bon sens. Il dit, à chaque fois que je vois la pluie, je vois d'abord des nuages. Donc, c'est peut-être pas Zeus qui fait pipi, c'est peut-être simplement les nuages qui descendent. Ça a commencé à grignoter. En fin de compte, la science a tellement déplacé le domaine de la métaphysique que la métaphysique aujourd'hui ne s'occupe plus que des 3 grandes questions de Kant, et en particulier Dieu et l'âme. Je vais te raconter une anecdote, et on l'a tous vécu. Il y a eu un tremblement de terre ici, le 8 septembre de l'an dernier, c'était un vendredi. Le samedi, j'ai regardé toute la journée l'Aoula, toute la journée. Toute la journée sur l'Aoula, il y a des savants qui passaient. Et voilà le plus extraordinaire, et je m'étonne que personne n'ait remarqué ça. L'Aoula, notre chaîne nationale, il y avait des gens sur le plateau et de temps en temps, ils passaient le micro dans la rue. D'accord? Les gens sur le plateau, ils parlaient tous de physique. Tous. La tectonique des plaques, l'accumulation de l'énergie, et puis tout à coup, ça craque, et puis la plaque africaine qui remonte à 2 cm par an vers l'Europe, ça, c'est sur le plateau de l'Aoula. Dès qu'ils descendaient dans la rue, c'est les jeunes filles qui portent des jupes.
Ah, c'est ceci. Ah, Allah hada munkar, nas ma bqawch muslimin. C'est comme ça. Donc, tu voyais sur l'aoula exactement ce que je suis en train de dire. Sur le plateau à Rabat, que des savants et des savants musulmans. Parce que ceux qui étaient en train de parler de tectonique des plaques, c'était des professeurs à l'université de Rabat, au Qadiyad, peut-être même chez vous. Tu crois que c'est des athées, moulhid? Tu crois que c'est des athées? C'était tous des musulmans. Mais ils ont compris. Le tremblement de terre, il y a eu pire. Il y a eu un parti politique qui a osé dire que le tremblement de terre de Haouz, c'est parce que les gens n'avaient pas voté pour lui. Communiqué officiel d'un parti politique. Pour te dire la gravité de la situation dans laquelle on vit, parce qu'on mélange tout. Le tremblement de terre, il a tué des pauvres gens, s'ils avaient voulu tuer toutes les filles qui portent des mini-jupes, pourquoi tu vas tuer les pauvres gens de Haouz? Tu as déjà vu quelqu'un porter une mini-jupe? J'en ai jamais vu. Donc, c'est ça qui était extraordinaire. Femti, séparer les deux. Merci beaucoup. C'est des fois les jeunes qui sont dans cette salle, comme nous d'ailleurs, on a grandi dans un système éducatif qui a créé entre les gens que vous avez mis là-haut, les gens de la logique, des mathématiques, des sciences de la nature, des sciences de la physique, et ceux qui sont de l'autre côté, qu'on a appelé dans le système éducatif les littéraires, qui s'intéressent à la philosophie, à la poésie, etc. Et on a tout fait pour montrer que les gens utiles, qui vont réussir dans la vie, c'est les gens qui sont dans la première sphère. Et on a dénigré le rôle des, entre guillemets, des sciences humaines. Et les jeunes qui sont dans cette salle, qui préparent une carrière en ingénierie, ils sont, peut-être, c'est pas de leur faute, ils sont convaincus que finalement, puisqu'ils sont allés très tôt dans une orientation scientifique, que le reste ne sert à rien. Et qu'aujourd'hui, comment, dans notre système éducatif, on peut, ce que j'ai dit tout à l'heure, construire ces ponts entre les deux, pour que réellement on retrouve des gens qui s'intéressent à la logique, en sciences dures, mais avec toujours un fond qui est un fond humain. Bravo. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bravo, vraiment. Bravo. Alors, merci. Alors, quand même, il y a quelqu'un qui voulait poser une... Est-ce qu'on peut prendre une dernière question là? Oui, vous. Parce que quand même, ça fait un bout de doigt élevé. Merci pour les organisateurs. C'est M. Leroui. C'est la deuxième rencontre cette année. J'aimerais poser une question. Courte. Très courte. Où est-ce qu'on peut classer les pseudosciences? Est-ce que dans la métaphysique? C'est une très bonne question, mais les pseudosciences se classent d'elles-mêmes dans les pseudosciences. Non, mais tu as raison, mais en fait, c'est juste marrant. Entre parenthèses. L'alchimie était l'origine de la chimie et l'astrologie était l'origine de l'astronomie. Tout à fait, mais je suis d'accord. Le premier chimiste dans l'histoire, c'est Jaber Ben Hayyan. Mais Jaber Ben Hayyan était un alchimiste, mais qui à un certain moment a une vision un peu scientifique de ce qu'il était en train de faire. Et on sait aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que le grand Newton, qui pour nous est l'exemple même du savant rationaliste, etc., il faisait de l'alchimie. Donc effectivement, il y a un mélange. D'autre part, ce que tu dis est tout à fait vrai. Pourquoi est-ce que l'astronomie s'est développée dans les pays arabo-musulmans? C'est parce que les rois, les califes, etc., étaient très superstitieux et ils voulaient savoir comment les étoiles allaient influencer leur destin. Donc en fait, les astronomes étaient d'abord des astrologues. Mais c'est justement ce qui s'est passé, et vous avez raison, les deux qui ont posé des questions ici. À l'époque de Ibn Sina, par exemple, il y avait un mélange réellement entre science, métaphysique, on ne distinguait même pas. Ça a duré très longtemps. C'est au XVIIe siècle que réellement, et ça commence avec ce qu'on appelle la mathématisation du monde, qu'il y a eu cette séparation très claire. Alors, je vais te raconter une anecdote, c'était la semaine dernière, 2 semaines, je rentre pour donner un cours, et ce sont des étudiants, je ne vais pas dire qui, d'une section de mon université, qui sont assez effrontés, un peu insolents quand même. Je leur dis, écoutez, aujourd'hui on va parler des sciences, pseudosciences, je vais vous poser une question, et tous ceux qui répondent oui, ils sortent de la salle et on les expulse de l'université. Tu vois, ça commence bien.
Qui c'est qui croit en l'astrologie? Alors, je croyais que le terrorisme intellectuel allait marcher. Et tu as 4 jeunes filles qui font... Elles tenaient vraiment. Alors, pour dire pourquoi c'est impossible d'avoir cette discussion. Quand on croit à l'astrologie, il ne peut plus y avoir d'argument ni dans un sens ni dans l'autre. Parce que l'astrologie, d'abord, c'est une science non cumulative. Toutes les sciences sont cumulatives. C'est-à-dire, il y a une génération qui travaille à partir de ce qu'a fait cette génération, qui ajoute quelque chose, et cette génération. Toutes les sciences sont cumulatives. L'astrologie n'est pas cumulative. C'est-à-dire que les bêtises que dit aujourd'hui Elisabeth Tessier, c'est les bêtises que disait Nostradamus, c'est les bêtises que disait le mage du pharaon Aménotype, je sais pas trop quoi. Donc, les pseudosciences, en général, sont du type non cumulatif. C'est juste du blabla. Il n'y a aucune équation dedans. On ne peut absolument rien prouver. Mais why not? Je veux dire, une fois qu'on a pris conscience, moi, quand j'étais à l'Université libre d'Amsterdam, un jour, j'ai découvert qu'un de mes collègues scientifiques adorait l'astrologie, faire des calculs, faire des choses comme ça. Mais il le prenait presque comme un jeu. Il ne le prenait pas vraiment comme quelque chose. Mais pour te donner un critère très simple, encore une fois, les pseudosciences ne sont pas cumulatives. Tu vois ce que je veux dire? Regarde par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, un élève de terminale scientifique, dans n'importe quel lycée d'Agadir, en sait plus qu'Aristote sur la science. Parce que ce que savait Aristote, qui était un génie absolu, qui savait toute la science, c'était ça. Puis on est allé là. Donc aujourd'hui, un élève de terminale à Agadir, il en sait plus qu'Aristote. Parce que c'est cumulatif. Pseudoscience, c'est comme ça. Raconte toujours la même chose. Voilà un critère.